Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 76. On est de retour et aujourd'hui, c'est un épisode encore particulier, hein. À chaque fois, c'est un peu particulier, mais cette fois-ci, en début de cette semaine où on enregistre, on vous a demandé de nous poser vos questions. On fait donc notre première FAQ et pour cela, Honoré est encore avec nous. Ça va, Honoré? Salut Amine, oui ça va, je suis très content de faire cet épisode. Ouais, c'est un épisode un peu chill encore une fois. J'ai regardé un petit peu en amont les questions qui nous ont été posées. Il y en a pas mal qui sont très intéressantes avec des noms des personnes qui nous les posent, qui ressortent un petit peu, enfin qu'on connaît, soit qu'on discute avec, soit des gens que j'ai écoutés ou que j'écoute toujours en podcast. Donc ouais, c'est très sympa et je suis très content d'être là. Ouais et puis on a eu un tout petit peu peur les 24 premières heures où on a lancé la FAQ où on avait, je crois, une seule question et puis ça s'est enchaîné ensuite et on se retrouve avec vraiment beaucoup de questions donc on est très, très content, notamment des podcasts amis ou des suiveurs, attentifs, des gens, du Discord des Sixers, c'est super et pour répondre à nos questions, aujourd'hui, on va avoir grandement besoin de notre franchise player Matt. Comment ça va, Matt? Bah, écoute, ça va, hein, ravi de faire cette première FAQ, hein, de 76. On n'en avait jamais fait Ouais, et c'est ce que je disais en off. En plus, on va fêter les enfin, là, on peut même le dire parce que ouais. l'épisode sortira au 1 an, en fait, du podcast, hein. Ça fait 1 an, ça y est, que 76 existe et c'est ce que je me disais, je crois que c'est la première fois qu'on a un peu d'espoir, dans ce podcast parce que c'était très morose, hein, quand même, jusqu'à maintenant. C'est vrai que récemment, l'espoir est rené et moi, comme je le dis très souvent, je suis pas fan de l'espoir. Même si ça se Mmh. passe bien en ce moment, il y a des motifs d'espoir. On me traitera de pisse-froid, mais je préfère garder mes espoirs pour plus tard, pour vraiment, il faut qu'on soit en finale de conf pour vraiment que je commence Mmh. à, à espérer vraiment. Mais du coup, ouais, ça va être un épisode cool aujourd'hui. On va faire une FAQ et puis on va essayer de répondre à toutes les questions. Il y a certaines qu'on traitera un peu plus vite que d'autres. On vous a demandé aussi de nous poser des questions, pas seulement sur les Sixers. Donc vous verrez, il y aura des petites questions sur la NBA au global et même sur nous. Donc voilà, on va commencer doucement et on va quand même commencer par le gros morceau parce que même s'il y a une FAQ, en ce moment, il s'est passé pas mal de nouvelles choses du côté des Sixers. Notre jeu a changé, des choses comme l'a dit Matt plus positives. Donc on va parler des Sixers en long, en large et en travers. Et on va commencer avec 3 questions qui se rejoignent un petit peu. Donc, je vais les citer quand il y a des questions qui vont ensemble. On va peut-être les citer un petit peu en même temps pour y répondre globalement. Donc, on a une première question de Vince. Vince du podcast Le Trèfle sur nos amis Celtics qui nous pose la question: où en êtes-vous de vos espoirs pour cette saison? Simple playoff, run solide ou vraie ambition de finale NBA? On a également aussi, moi, celui que j'appelle, un peu mon mentor, hein. J'étais son padawan, notamment sur le CBA, Tom, de Feu Dunk Hebdo, qui nous pose la question: «Les 30 premiers matchs ont-ils modifié votre perception, pardon, du plafond théorique de l'équipe par rapport à l'avant-saison?» Et on a une dernière question de Philly, qui nous dit: «À effectif complet et en bonne santé, quelles ambitions réalistes en play-off? Quel palier minimum pour considérer la saison comme réussie?» Qui veut commencer pour répondre à ces questions, à l'embellie récente et à nos ambitions par rapport à ça? Bon, moi Matt? je Ouais, vas-y Vas-y Honoré, Honoré, vas-y. tu t'es chauffé. Bah, au niveau de mes espoirs pour la saison, moi, en début de saison, personnellement, j'y croyais assez peu, pour faire un run de playoff. Parce que le moteur d'Embiid me pose question. Il a jamais eu un gros moteur, même dans ses grandes années. Et là, ça devient même compliqué d'enchaîner les matchs en saison régulière où l'intensité est quand même moindre. Donc, pour une campagne de playoff complète, j'ai beaucoup de mal à y croire. Par contre, ce qui me donne un peu espoir, c'est le supporting cast à côté qui me semble quand même bien plus intéressant que ce qu'on a pu avoir dans les grandes années d'Embiid. Et puis, il y a Maxey quand même qui commence à s'émanciper un petit peu, même si on a encore des doutes en première option comme créateur de déséquilibre, on va dire. Euh, donc, je sais pas s'il y aura le matériel nécessaire pour faire un vrai run de playoff et d'enchaîner les séries. C'est surtout ça qui me pose question parce que sans Embiid, je pense que juste on manque d'une première option assez solide. Donc,
ma perception du plafond a pas forcément changé. Je pense qu'on passera peut-être un tour parce que l'effectif reste solide, mais on pourra pas aller beaucoup plus loin. Mais il y a quand même de quoi faire. Enfin, il y a une équipe, quoi. Je trouve qu'on peut se débrouiller sans Embiid, ce qui n'était pas forcément le cas des années d'avant. Ouais, Matt, t'en penses quoi? Ouais, ben, je rejoins un peu ce qu'a dit Honoré, en début de saison où j'avais pas vraiment d'espoir, aussi, je pense qu'aussi il y a eu comment dire? La déception, la lassitude de la saison dernière qui a pas mal pesé. Moi, j'avais des gros doutes sur un retour en forme de Joel Embiid et puis, en plus, quand on voyait les premiers matchs, il y avait absolument rien en motif d'espoir. Paul George, en plus, a mis du temps à revenir. Le côté positif, c'est vrai que, bah, quand il est revenu, que VJ Edgecombe, on a vu quand même qu'il contribuait, directement. Tyrese Maxey qui faisait une saison, efficace. Enfin voilà, plein de choses comme ça où effectivement je pense qu'en termes de talent, l'effectif a jamais été aussi fort en tout cas, bah, depuis un moment. C'était souvent les débuts de saison où, bah, le supporting cast c'était pas terrible et ça arrivait un peu à se renforcer après. Mais là, c'est vrai je pense qu'on a un bon talent autour et puis là, bah, ce qu'il faut dire, c'est vrai que dernièrement, bah, on a un peu un Joel Embiid qui revient, de nulle part, hein. Mmh. Ça fait 3 4 matchs où, bah, il enchaîne, les minutes s'élèvent. Il est à plus de 30 minutes par match sur les 3 4 derniers matchs. Puis face à des adversaires quand même plutôt bons, où, bah, tu vois quand même une cohérence d'équipe, une cohérence tactique, parce que je pense que chacun arrive à retrouver un peu son rôle quand Joel Embiid revient et crée du décalage. Donc ouais, forcément, on a un peu plus d'espoir. Après, je saurais pas dire exactement, quoi. Le truc qui est cool, c'est que la conférence Est est quand même faible. On a de cesse de le répéter, toutes les équipes, je pense, ont des gros défauts. Que ce soit Détroit, tu vois, qui est premier, c'est peut-être l'équipe qui a le plus d'assurance parce qu'en termes de bilan et de net rating, c'est ceux qui ont le plus convaincu. Mais moi, j'ai quand même encore des gros doutes sur cette équipe-là, notamment le spacing. Les Knicks, bah, il y a des doutes concernant la défense. On les a rencontrés récemment, on a bien vu que bah, on arrivait à les cibler quand même de toutes parts. Donc tout ça mis bout à bout, bah, forcément, il y a des espoirs. Après, ça va être l'état de santé, hein, encore une fois, de chacun. Il va falloir que tout ce petit monde arrive en santé en playoff. Surtout Joel Embiid en premier, et puis aussi bah, Paul George, même si lui, quand même, arrive à bien enchaîner les matchs, en tout cas Mmh. sans blessure apparente. Ouais, je vais pas dire beaucoup plus que ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord. Hem, à voir un peu plus sur le long terme, la santé d'Embiid parce que, on a appris quand même à être méfiant sur la santé d'Embiid, donc là, c'est positif en ce moment et pas seulement sa santé, justement, son niveau actuellement est très rassurant, mais on est quand même loin aussi, de prime Mmh. Joel Embiid, hein, faut pas non plus, sauter au plafond sur ce qui arrive. Moi, je suis content qu'on ait là, on a clairement un 5 majeur qui s'est dessiné, avec Barlow comme 5e homme, de ce 5 et ça fonctionne plutôt bien. C'est bien organisé. On a aussi clairement un très bon 6e homme avec Grimes et on a une rotation qui commence à avoir du sens et qui commence à être agréable. On a toujours, heu, un bon coach, tactique. Il a d'autres Mmh. défauts que la tactique, mais un bon coach tactique. Donc on a des armes qui peut laisser penser. Mais on est toujours sur moi, c'est juste ça, on est toujours sur trop de questions encore pour pouvoir, affirmer on est un sérieux candidat, à l'Est, même si effectivement l'Est, fait peur presque cette année, dans le mauvais sens, hein, je pense qu'on a encore en fait, on n'a pas moins d'incertitudes que les Knicks et leur niveau défensif, que les Pistons qui sont une équipe jeune et pas encore totalement je pense que c'est une première version les Pistons. Les Pistons peuvent devenir une équipe vraiment importante à l'Est, mais ils sont pas encore totalement, dans la phase, contender. Mais, on n'a pas moins d'interrogations que ces équipes-là. Donc, nous, on commence à être intéressant. On est intéressant de manière quasi certaine si tout le monde est en forme, en santé. Sauf que Mmh. c'est loin d'être une certitude. Donc, je pense que actuellement à l'Est, on fait partie des possibles contenders, possibles. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas de vrais contenders à l'Est pour moi. Donc voilà, Mmh. c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas si vous êtes, Bah, ouais, ouais, bah, je suis d'accord. Pour moi, on n'a pas l'impression qu'il y ait de vrais contenders. Le truc, c'est qu'il y a forcément une de ces équipes qui va aller en finale NBA, en c'est ça. fait.
Ça, c'est Donc sûr. c'est un peu Mais ça aussi le motif d'espoir qui va dans ce sens-là. Si le seul concurrent qui, pour moi, pourrait être légitime, c'est Boston, si oui, Tatum revient. Oui, je vois On en ça parlait, aussi, ça, ouais. Mmh. ça on en c'est sûr. parlait à chez QI, là, il y a pas longtemps, on a fait un focus sur Boston. C'est vrai qu'ils font une saison surprise, mais voilà, il leur manque quand même une 1re option, j'ai Mm. envie de dire. Et si Tatum revient et revient bien, bah, là, tout de suite, voilà, Oui, là, ça va être eux les favoris. si Tatum revient et revient bien, ils sont 2 crans au-dessus de tout le monde, hein, de toute manière. Ouais. Donc, il y a pas trop de questions à se poser là-dessus. On passe à la question suivante, question beaucoup plus négative qui vient de O Diplomato, pardon, qui est Johan, qu'on connaît bien sur le Discord. Alors, plus largement, que fait-on avec cette franchise? Roster, coach, direction, et combien de temps encore à accepter d'être mid? Qui est chaud de répondre à cette question? Bah, je peux me lancer, Vas-y, vas-y. hein. Bah, c'est vrai que, bon, oui, Johan, on le connaît bien du Discord. C'est vrai que ça fait un moment qu'il a un peu, lâché l'affaire de cette, itération des Sixers. Je pense que son côté, où il y croit plus, c'est Joel Embiid, hein. Après je peux Mmh. comprendre, hein. L'état de santé montre, quand même que c'est pas ça depuis 2 ans. Après, je pense que le front office, ils sont pas du tout là-dedans. Je pense qu'il y a pas un déjà, il y a le contrat, hein, de Joel Embiid. Enfin, déjà, il est intradable, je pense. Il lui reste 4 ans. Il a été prolongé au max, l'année dernière, donc voilà. Il y a aussi le contrat de Paul George, donc voilà, on a 2 énormes contrats qu'on pourra pas s'en séparer. Donc de toute façon, tu vas être lié à ces 2 joueurs-là jusqu'à, logiquement, la fin de leur contrat. Sauf si, bah, il y a un moment, on évoquait peut-être que si Joel Embiid, ça allait pas mieux sa santé, qu'il continuait à rater des matchs, pourquoi pas il prendrait sa retraite, on sait jamais, tu vois? Même par rapport à lui, je pense que s'il voit que, bah, son corps répond plus à un moment donné, à quoi bon continuer? Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on a dit, ces derniers matchs nous montrent un peu l'effet contraire. Donc pour l'instant, bah, que fait-on? Le front office, il va continuer, hein. Il va continuer, en tout cas cette saison, ils vont tout faire pour. On parlera, de la trade deadline, ce que nous on en pense, de ce qui sera fait, mais en tout cas cette année, ils vont essayer de faire quelque chose. Le but, c'est d'essayer d'être compétitif et d'ailleurs on le voit même, dans les rotations de Nick Nurse et cetera. Le but, c'est quand même d'être compétitif, même si je le rejoins dans le sens mid. Bah, le net rating, il est mid, hein. Je crois que j'ai regardé, on est à +1 de net rating, ce qui est banal, hein. C'est vraiment banal. Après, j'ai envie de dire, bon, c'est pas pour faire une comparaison, mais les Pacers, ils étaient, je crois, à peu près à +1 de net rating la saison dernière. Bon, bah, c'est eux qui sont allés en finale NBA. Mais, c'est pour dire que, bah, la conférence Est, je vais pas me répéter, mais elle est faible. Donc, voilà, tout ça mis, bout à bout, ben, non, je pense que le front office va vouloir aller, le coaching staff, aller le plus loin possible, en tout cas cette saison. Et par rapport à cette saison, les résultats qui seront faits, bah, ça va emmener, à ce qui sera fait à l'intersaison. Mais de toute façon, avec les contrats qu'on a, faut pas s'attendre à une grosse révolution, hein, je pense. Ouais, Honoré? Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Matt. Le point le plus important, c'est les 2 contrats. On est juste, enfin, on est attaché à ces contrats et on ne peut pas les refourguer à moins de lâcher énormément d'assets et c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable. Donc à partir de là, je pense qu'on est beaucoup à vouloir une reconstruction, mais elle n'est pas techniquement possible sans lâcher trop de plumes. Donc je pense qu'on va rester là, tenter peut-être des paris comme a pu le faire Moret par le passé. Je sais pas, il y a des possibilités, il y a des joueurs stars qui sont un peu en en désétude dans d'autres franchises. Voilà, faudra peut-être tester des coups comme ça pour essayer de retrouver une première option. Mais là, en l'état, c'est compliqué. Je pense qu'on va rester, mid encore un petit moment et puis même, en fait, on peut pas non plus tanker parce qu'on n'a pas nos pics, tout simplement. Enfin, on Mmh. n'a pas notre pic cette année. L'année Mmh. prochaine, il est à Brooklyn, je crois, mais il doit être protégé 1,8 mais bon, c'est même si on tank, c'est pas dit qu'on l'est. Donc c'est compliqué notre situation, mais je pense que juste, on n'a pas le choix. On est obligé de continuer dans cette itération. Ouais, moi je vais essayer de faire court, hein, parce que sinon si on passe trop de ques trop de temps sur les questions, mais je pense de toute manière que, quand tu te poses des questions, sur le front office, il faut voir celui qui est tout en haut et c'est lui qui prend les décisions et il s'appelle Josh Harris et j sans pour le coup, j'ai beaucoup critiqué Josh Harris sur
d'autres sujets, notamment sur le fait de ne pas aller dans la taxe. Mais après, la direction qu'il veut donner à sa franchise et le fait, en vérité, que la plupart des proprios veulent surtout une salle pleine, un niveau acceptable pour que les supporters espèrent un minimum, c'est ce qui les intéresse le plus, en vérité. Donc, pour l'instant, ça lui convient et je peux comprendre, c'est quand même mine de rien son argent. Donc la franchise va là où elle doit aller. Moi, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus et disons que, cette saison, par exemple, où j'ai pas l'impression qu'on va quelque part, je suis assez d'accord avec Johan, mais avec le recul que j'ai pris, je prends quand même du plaisir à voir certaines choses, à voir Maxey qui me surprend quand même, mine de rien, à maintenir un certain niveau. Je me satisfais à voir l'évolution de Edgecombe, à revoir Embiid jouer bien au basket de temps en temps. Paul George a montré que la saison dernière était plutôt un accident. Donc voilà, il faut essayer de retirer plus le positif. Et puis, c'est pas nous qui décidons quand on va reconstruire, quand on va pas reconstruire. Et puis, il y a beaucoup de fantasmes sur la contre-reconstruction. Une reconstruction, ça peut durer parfois très longtemps et ça peut être beaucoup de souffrance. Donc voilà, elle arrivera quand elle arrivera et quand elle devra arriver. Voilà, moi, c'est mon avis sur cette question de Johan. On passe à la suite. Ouais. Alors, question très intéressante qui vient de Enzo. Enzo la relève basket sur Twitter et qui est un collègue de maths chez QI, dont personnellement j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le podcast Beyond the Hoops. Il nous pose une question que je trouve très intéressante. Indépendamment des résultats, quelle version des Sixers vous a le plus fait vibrer ces dernières années? Alors, Honoré, vas-y, c'est à toi de Ah bah commencer. moi c'est 2018, hein, c'est sans trop d'hésitation. C'était la saison rookie de Simmons, hein, même Embiid il était quasiment rookie, hein, parce que je crois qu'il avait juste joué 30 matchs la saison d'avant, Ouais, puis c'était c'est ça. tout. À côté de ça, il y avait plein de role-players quand même qui étaient très sympas, enfin Rocco, Redick, Saric, puis même au niveau du banc, hein, devait y avoir Bellinelli, Ilyasova, enfin c'était vraiment une Mm. équipe très très cool à voir. Et puis ben, c'était des résultats bien supérieurs à ce qu'on attendait. Et c'est pas arrivé souvent quand même dans les saisons du process. Donc c'est voilà, c'est la valeur de l'espoir. C'est on a eu un résultat bien meilleur qu'espéré. Et puis enfin vraiment l'équipe était très cool à voir jouer avec du spacing, des shooters. Ouais. Enfin vraiment c'est ma saison préférée. Matt? Ouais, il y a celle-là, je pense que c'est assez évident, mais sinon, pour pas aller sur la même, celle d'après, hein, où on fait le Hmm. run avec Jimmy Butler. Surtout en playoff, elle m'a quand même pas mal fait vibrer cette équipe. Ouais. La série contre Toronto est vraiment super, hein, enfin, en tout cas en termes de supporters. Je me souviens le match 3 là où Embiid il fait l'avion après un dunk sur Marc Gasol, enfin, tu vois, il y a un peu des moments marquants qu'on se rappelle. Bon, ça s'est mal terminé, mais en tout cas, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Et après, bon, bah, il y a eu forcément, c'est marrant parce qu'à chaque fois, je trouve, il y a, hormis la saison qu'a cité Honoré, mais tout le reste, c'est un peu des, elles font vibrer, mais il y a des déceptions à la fois, tu Hmm. vois. Mm. C'est Ouais. souvent comme ça, hein, malheureusement. Ce que je pourrais aussi dire la 2023 quand même avec Harden, son match 1 à Boston, tu vois. Mais il y a quand même eu des déceptions parce que connaissait les limites avec Rivers, etc. Donc le reste, c'était un peu à la fois, il y a de la vibration, mais à la fois, il y a aussi des déceptions. Bon, ça va être difficile pour moi d'en sortir une autre puisque tu as cité la dernière que je pouvais sortir et je suis d'accord hein, sur les trois finalement que tu viens de dire, Matt, et du coup, celle d'Honoré, la tienne et la 2023. Je pense que celle qu'a choisi Honoré 2018, c'est un peu celle des romantiques. En plus, il y avait un côté. C'est fou hein, parce que c'est la saison rookie de Ben Simmons. Est-ce que c'est pas celle où Ben Simmons nous a pas fait le plus vibrer, tout simplement, sa Oui, saison oui, rookie? clairement. Et il y a la 2019 qui, je pense, est une saison qui, quand on est supporter d'une équipe, alors elle a fait souffrir finalement au final et tout, mais c'est celle qui justement, c'est ce genre de saison qui entretient les liens en fait finalement. T'es heureux Mm. d'avoir souffert en tant que supporter dans ce moment-là, un peu comme France 2006, tu vois, quand t'es supporter de l'équipe de France, ce genre de choses, où j'imagine, ça me touche un petit peu moins maintenant, mais France 2022 à la Coupe du Monde aussi, mais il y a des moments de souffrance qui te convainquent encore plus de rester supporter de l'équipe. Et je Mmh. pense que 2019, ça en fait partie. Et, mais oui, 2023. En fait, j'allais choisir celle-là.
pour pas choisir. Je savais que vous allez choisir les autres et mine de rien, c'est assez marrant parce que c'est une saison avec Doc Rivers au coaching. Et on sait à quel point à l'époque, j'étais chez Dunk Hebdo et j'ai beaucoup critiqué Doc Rivers, mais c'était une saison plutôt agréable. En fait, on a obtenu, grâce à Harden, des versions d'Embiid et de Maxey qui étaient très agréables. Le jeu n'était pas folichon parce qu'il était pas très, il était très académique finalement dans ce qu'on faisait, de l'ISO et du pick and roll et pas grand chose d'autre finalement. Mais on était une force, à part au moment où on arrivait au playoff et on s'y attendait, on allait perdre un petit peu de notre aura. Mais en saison régulière, on était une force qui, franchement, faisait office de vrai contender à ce moment-là et de très grosse équipe. Je crois qu'on était aussi là. Je crois que c'est cette saison-là où on a le premier pourcentage à 3 points de la ligue, même si on n'a pas un volume si important que ça. Donc c'est une saison que je garde comme positive aussi. Ouais. Voilà, je pense on a donné notre réponse à cette question. Et on va passer à un second segment. Donc là, on a parlé plutôt justement de l'effectif, de l'équipe, de nos préférences. Là, on va parler un peu plus trade deadline, parce qu'on a eu des questions là-dessus. Alors, je commence avec Vince, qui nous a posé plusieurs questions. Vince du Trèfle. Quels sont vos objectifs prioritaires à trade deadline? Matt. C'est pas alors si c'est les miens, en vrai, même moi, j'arrive pas trop à savoir. Ouais, je suis assez d'accord. C'est assez confus, je trouve, cette année. Bah, en tout cas, si on est dans l'objectif de faire un push en playoff, j'ai envie de dire, bah, ce serait de se renforcer. Après, le problème, c'est que se renforcer, tu fais ça comment? Avec quel joueur? Contre quelle contrepartie? Parce que quand tu regardes un peu les joueurs qui seraient potentiellement, échangeables, ben, pour moi, c'est pas des assets, enfin, c'est pas des assets positifs. Ouais. Je pense à Kelly Oubre, André Drummond, je vois pas qu'est-ce que tu vas récupérer de positif en échangeant ces joueurs-là. Si ce n'est, tu attaches un pic, je sais pas si c'est ce qui sera fait, parce que bon, encore perdre un first, faut quand même que le joueur aussi en Ouais. face en vaille le coup. Sinon, il y a, on reparlera peut-être plus en détail du cas Grimes, mais Quentin Grimes pourrait être un asset Hmm, positif à mettre dans un trade. ça, c'est sûr. Le seul problème, c'est qu'il a une autre trade clause, vu qu'il a signé sa qualifying offer. Et sinon, bon, ça m'arracherait le cœur, mais sinon, Jaren McCain, où on sent que les minutes sont pas trop là, mais pareil, on reparlera, je pense, de son cas un peu plus tard. Mais bah, en objectif prioritaire, franchement, j'arrive pas trop à le dire. Si en tout cas, c'est aller faire un push en playoff, bah, ce serait se renforcer. Après, quelle cible, j'avoue ne pas avoir encore trop d'idées, c'est un peu difficile à dire, là. Honoré, je vais juste en profiter pour ajouter la question qui va pas totalement avec, mais je pense elle est censée de la mettre juste après. C'est une question de Tom encore, qui nous dit quel move réaliste imaginez-vous pour passer sous la luxury tax sans affaiblir l'équipe? Est-ce que finalement c'est pas ça qui va se passer à la deadline? Est-ce que c'est pas finalement la seule chose qui puisse arriver? Oui, moi Oh non. c'est ce que je me suis dit. Je suis d'accord avec vous, j'ai du mal à voir dans quelle direction on va parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais à mon avis, la free agency va être un peu, la free agency, la deadline va être un peu calme de notre côté. Enfin Oui. après, mon objectif prioritaire, je sais pas trop. En fait, ça dépend si vraiment on a l'ambition d'aller très loin en playoff. Mais de mon côté, j'aurais préféré privilégier le long terme. Donc ne pas trop lâcher d'assets pour le court terme. Parce que de toute façon, bah, on sait que, enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que le moteur d'Embiid n'est pas suffisant pour faire plusieurs séries de playoffs à haute intensité. Ouais. Donc j'espère qu'on va quand même privilégier le futur. McCain, personnellement, j'y touche pas. Et après, bah, s'il y a une possibilité d'aller chercher une opportunité de marché comme on l'avait fait l'année dernière avec Grimes, oui, il faut y aller, mais je sais pas si on aura une. Et puis sinon, bah tant pis, hein, je pense qu'on passera juste sous la luxury tax. On va sacrifier Drummond ou Oubre comme on l'a fait les années précédentes avec d'autres joueurs. Enfin, on a un peu l'habitude de voir passer sous la taxe. Et puis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres moves. Ouais, je vais faire très court. Moi, je pense aussi que l'objectif, ça va être de justement de pas perdre trop d'assets pour pouvoir se débarrasser de Oubre et ou Drummond. Je suis pas sûr qu'on se débarrasse des deux finalement.
Mais parce que s'il faut libérer en tout cas des assets, je suis pas sûr qu'on se débarrasse des deux. C'est surtout ça. Mais je pense que l'objectif, ça va être de lâcher très peu de second tour pour pouvoir se débarrasser d'Oubre et Drummond sans forcément récupérer quelque chose d'intéressant. Après, si Morey garde un petit peu souvent, si en fait, s'il y a de la place dans le roster, parce que ça, c'est une autre question sur laquelle on va revenir plus tard, mais s'il y a de la place dans le roster ou s'il n'y en a pas et qu'il y a à nouveau des two-way à donner à d'autres joueurs, je pense que Morey tentera des petits coups comme ça. J'ai pas du tout de nom en tête pour le coup, mais peut-être des joueurs à relancer qu'on attendait meilleurs et qui n'ont pas encore montré leur niveau et tenter des coups comme ça. Mais je vois pas autre chose. Je pense que cette deadline en NBA, elle va être une des plus importantes depuis longtemps. Et elle a déjà commencé en vérité, même si Mmh. c'est pas la deadline, clairement. L'intersaison a déjà commencé, il se passe déjà beaucoup de choses et je pense qu'il risque de s'en passer encore pas mal. Mais chez nous, très peu, je Mmh. pense. Voilà. Oui. Et on va rester sur la deadline avec une question un peu plus fiction, on va dire. Et deux questions un peu qui suivent. On a Penny, l'excellent Penny Bergkamp-Baptiste du podcast Dreamcast Show, qui nous demande si vous pouviez ajouter un profil à cette équipe pour viser le titre, ce serait lequel et pourquoi? Mais on a aussi Louis, qu'on connaît très bien du podcast Random Sixers Fan sur Twitter, qui nous dit pour chacun de vous, quelle est la target de rêve à la deadline, qu'elle soit réaliste ou totalement improbable. Je trouve que c'est les questions, ça revient un petit peu au même. Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter à cette équipe, même si c'est pas réaliste finalement. Bah, si oui, si, tu me demandes un profil, bah, moi je dirais il faut rajouter un profil à l'aile, c'est toujours un peu le truc qui manque, à chaque fois, hein. Mhm. Après, si je devais donner un nom, je pense que c'est un nom qui revient beaucoup, mais ce serait un profil à la Trey Murphy. C'est un peu le profil parfait. Sauf que je pense qu'on n'a pas du tout les moyens de se le payer, ou alors il faudrait lâcher des premiers choix. J'avais vu sur Twitter que je crois que les, Pelicans attendent 2 choix de premier tour, donc il faudrait là en lâcher 2 choix de premier tour plus, bah, du salary filler sûrement. Mais je doute que Morey fasse ça, mais en tout cas, ce sera un peu ce profil-là, c'est-à-dire, ben, 3 points, défense, un peu de connecting. Voilà, c'est un peu les profils Du parfaits, cut aussi, il y a un petit voilà. peu tout, hein. Donc lui, ce sera vraiment le profil rêvé. Après, il y a pourquoi pas Herb Jones, dans un Oui. profil un peu plus brut offensivement, mais fort en défense. Ou sinon Tarizon, tu vois? Ce serait ce genre de profil-là, que moi je viserais en tout cas en termes idéal. Donc dans l'ordre, ce sera à peu près ça, peut-être en un Murphy, en 2 Eason, en 3 Herb Jones, truc comme ça. Mais moi, je pense pas qu'on tradera pour des joueurs comme ça. Ça m'étonnerait en tout cas. Moi, je vous rejoins. Je pense que ce sera plus un move pour passer sous la taxe. Mais alors, s'il y a une opportunité, pourquoi pas. Mais je pense que des joueurs comme ça me paraît peu improbable. Après, en profil de pivot, j- Drummond, est-ce qu'il sera sacrifié? C'est même pas sûr. Mais tu vois, sinon on a Adem Bona, donc je vois pas pourquoi on irait se renforcer là-dessus. Bon bah poste sur le balle courte, je pense qu'on est largement complet. Il y a même trop de joueurs, donc ça m'étonnerait qu'on ait un renfort aussi à ce niveau-là, ou alors il faudrait vraiment que ce soit une cible, inattendue. Donc oui, ce serait plus un profil, comme j'ai dit, à l'aile, mais moi je vois pas je pense que l'effectif va rester comme ça, parce qu'en plus, je pense que pour une fois, il est bien construit et mis à part passer sous l'attaque, je vois pas trop ce qui sera fait, hein, au final. Honoré, j'ai trouvé que Matt était très peu fantaisiste, hein. C'est-à-dire qu'on lui demande des trucs pas réalistes et qui, effectivement, ça paraît assez peu réaliste qu'on puisse récupérer un super ailier comme Trey Murphy, mais je pense que les questions, elles nous incitaient à voir un peu plus n'importe quoi, quasiment aller chercher une autre superstar pour la rajouter à cette équipe. Mais dis-moi comment toi tu vois la question. Bah alors moi j'y avais pensé aussi, hein, toutes les cibles qu'a donné Matt, mais c'est vrai que c'est pas spécifique aux Sixers. Je pense que c'est des joueurs Ouais, tellement voilà. intéressants que toutes les équipes de NBA ont envie de les ajouter à leur effectif. Et après la question c'était pour viser le titre. Pour viser le titre, à mon avis, il faut quand même rajouter une star, hein. Ouais, Si, ouais. à mon C'est ce que avis, je me dis aussi. on en est encore loin du titre. Et est-ce que ça serait pas James Harden qui manque à cette équipe? Je sais pas. Enfin, je me dis que qu'un créateur de décalage de ce niveau-là, Oui, ça ferait du bien. ça ferait du bien, ouais.
Bon après, ça pose d'autres questions, hein. L'association défensive avec Maxey est pas forcément terrible. Ça fait beaucoup de joueurs à cibler. Mais ouais, je sais pas. Ou alors un gros joueur à l'aile. Euh, Là comme ça, j'ai personne en tête. Bah, moi, j'ai Mais quelqu'un en tête. Bon, on est d'accord, je comprends très bien ce à quoi tu as voulu répondre, mais nous, nos réponses, elles sont juste impossibles, en fait, Matt. ouais. Mais moi, alors ça peut paraître fou, hein, parce que, on est dans son déclin, clairement, mais le profil idoine, il s'appelle Kawhi Leonard, en fait. C'est-à-dire Ah, que alors il est en déclin et c'est compliqué, mais tu as un joueur à qui donner la gonfle, justement, à créer. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas sur James Harden, hein, mais je pense que tu mets Kawhi aux Sixers demain, c'est lui qui a le ballon entre les mains. Derrière, on a un ailier capable de défendre, capable de tout faire bien, un ancien MVP. Donc, c'est une idée. Moi, j'ai été chercher dans l'idée. euh, Quand on commence à se dire que Kawhi, les Clippers, il ferait mieux de s'en débarrasser finalement pour créer autre chose. Alors, c'est impossible qu'on arrive à avoir Kawhi. En fait, si, la seule solution pour avoir Kawhi, c'est de lâcher. Est-ce que ça suffirait de Maxi lâcher ou Paul Paul George et de George. le renvoyer aux Clippers? Je suis pas Mmh. sûr. Je pense qu'il faudrait lâcher Tyrese Maxey en vérité Mmh. pour récupérer Kawhi. mmh. Et encore, enfin, si je pense que ça pourrait intéresser les Clippers en vérité. Dans une idée de rajeunissement, ils savent déjà que Maxi Harden ça fonctionne offensivement, donc il y aurait des idées. Mais c'est quasiment impossible. Mais je pense que c'est le profil Kawhi. En fait, le joueur idéal, ça serait Jason Tatum actuellement. Mais Mmh. comme c'est vraiment totalement impossible, je me suis dit celui qui est impossible, mais un tout petit peu possible, c'était Kawhi Leonard, donc c'est celui que j'ai proposé, quoi. Ouais, après le problème, c'est que là, tu défais un peu l'ossature, de Ouais, l'équipe, quoi. C'est un peu le problème. Mais non, moi, je disais Murphy parce que c'est un peu le moi, je pense que si Embiid restait en santé comme ça, avec tout cet effectif-là, il y a une fenêtre pour aller en finale NBA. Il y a une fenêtre qui existe et qu'est-ce que je rajouterais à ça? Bah, de la profondeur. C'est vrai que si ouais, même forcément. s'il est à la profondeur, je la trouve peu c'est peut-être la Elle est première pas fois si mal, où ouais. je la trouve pas si mal. Mais tu vois, Mm. tu ajoutes un profil comme ça où, ben, parce que c'est un peu le système Nick Nurse avec Joel Embiid où tu un peu où ça tourne un peu autour de Joel Ouais. Embiid qui joue un peu en hub offensif. Un profil comme Trey Murphy, ça rentre parfaitement là-dedans. Il pourrait jouer des end-off, des 3 points. Il est aussi fort quand maintenant sur drive. Enfin voilà, ce sera un profil vraiment comme ça. Là, je pense que tu ajoutes un joueur vraiment comme ça. Je pense que tu peux dire, tu as une vraie fenêtre pour aller en finale NBA. Après, c'est sûr que bah, il faut la santé d'Embiid, etc. Ça, c'est évident, hein. Si Embiid n'est pas en santé, eh ben, mais que tu as quand même Quoi qu'il rajouté Trey arrive. Murphy, bah oui, ce sera compliqué. Mais ouais, hein, moi, je ferais un truc comme ça, en tout cas, mais je pense qu'en termes de réalisme, tout ce qu'on a dit, je pense pas que ce sera fait. Oui, je pense qu'il y a rien de totalement réaliste. Effectivement, Trey Murphy, ça élèverait largement le niveau, surtout au niveau de la conférence Est. On se retrouverait quand même Bah, c'est ça, ouais. à un niveau très élevé. Mais comme on l'a dit, on s'est un petit peu amusé, donc je pense que rien de tout ça n'arrivera. Mais en gros, je pense que le profil qu'on cherche le plus, quoi qu'il arrive, c'est un ailier. Alors, s'il peut avoir un peu de création, ça pourrait quand même être pas mal, mais quoi qu'il arrive, c'est un ailier, quoi. Ouais. On n'a jamais assez d'ailiers en playoff pour varier les systèmes. On va passer à la question suivante. On va revenir sur quelque chose on est toujours dans la trade deadline, mais sur quelque chose qu'on a un peu évoqué. Grimes va-t-il lever sa no trade clause? Si oui, pour quelle équipe et dans quel contexte? Question du douanier Médoc, que l'on connaît très bien, notamment sur le Discord, qui fait aussi partie, je crois, de TBA, Oui. et qui nous pose cette question. Donc, d'après vous, est-ce que Grimes a levé la... Je vais commencer pour une fois, tiens. Vas-y, ouais. Moi, je pense que non. Moi, je pense que lui, il a aucun intérêt à la lever. Je pense qu'il a tout intérêt à être à nouveau free agent euh, l'année prochaine. Il lèvera sa no trade clause si, par exemple, il a les Lakers ou tu vois, un truc pas refusable. Mais je pense pas qu'il la lèvera pour pas grand-chose, en fait, finalement. Et qu'il terminera la saison chez nous. Et je pense que nous non plus, sauf si on n'arrive pas à passer sous la taxe via Oubre, Drummond ou quelqu'un d'autre,
Je pense que l'objectif, c'est plutôt de le garder jusqu'à la fin de saison et puis de faire le point à la fin de saison, en fait. Est-ce qu'on a été fort avec lui? Est-ce qu'il nous a bien aidé? Est-ce que pour faire le point et savoir si, vu qu'on a encore ses droits, si on le garde ou pas. C'est comme ça que je vois les choses. Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il bougera pas. Après, si vraiment il bouge, c'est qu'il y a eu une opportunité et puis que, Ouais. bah, dans les bureaux, on sait que pour la re-signature, c'est un peu compliqué. Je sais pas, Matt, tu parlé de Tari Eason tout à l'heure. C'est, une rumeur qui ressortait à une période, je sais, un trade entre Grimes et Tari Eason. Donc pourquoi pas un truc de ce style-là pour récupérer un joueur sur le long terme? Mais enfin, sincèrement, je pense que c'est très improbable et que ça ne bougera pas. Ouais, bah, c'est ce que j'allais évoquer, la piste Houston, c'est peut-être la seule que Mmh. je vois parce qu'en fait, il est né à Houston, il a fait sa fac à Mmh. Houston, enfin voilà, il est très lié à Houston, donc s'il y avait un trade avec les Rockets, que nous, en tout cas, on récupère un joueur intéressant, bah, typiquement Tari Eason, parce que les Rockets ne veulent pas payer Eason, mais de toute façon, s'ils récupèrent Grimes, ce qui aurait finalement peut-être un peu de sens pour les deux équipes. Euh, les Rockets récupèrent un peu plus de création avec Grimes, ça défait pas leur ossature parce que Grimes c'est un bon défenseur. Après voilà, j'ai quand même un peu de mal à y croire que les Rockets séparent Tari Eason. Donc non, moi je pense que ça va rester comme ça et les Sixers vont sûrement essayer de lui proposer un contrat, en tout cas je l'espère à l'intersaison, mais ouais ça de toute façon s'il a pris sa qualifying offer, c'est pour faire son année, ici et on voit ce qui se passe, durant l'été. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Toujours une question du douanier Médoc. Gestion du bas de roster. Barlow est-il un lock et Walker mérite-t-il un vrai contrat NBA? Bah, Barlow oui, je pense que c'est qu'une question de temps, hein, qu'on lui propose un contrat. Je veux dire, c'est même le titulaire là, depuis C'est un ça. moment. Et indiscutable. C'est-à-dire, il Ouais. n'y a pas de. Donc, à un moment donné, quand tu es un starter à NBA, oui, tu mérites un contrat, ça c'est sûr et Non, mais certain. Ouais. si Morey va lui proposer un contrat, c'est toujours ce qu'il Mm. a fait. Justin Edwards, il a eu ça, il était tout-way, il a eu un contrat proposé. Ricky Council, c'était pareil. Je veux dire, ça fait aucun doute. Un contrat va lui être proposé, sûrement un 1+1. Cette année, plus une team option, c'est ce que Morey aime bien faire. Ça risque d'être ça risque d'être ça, surtout que, comme je dis, bah, titulaire depuis un moment. Surtout que j'imagine qu'en passant sous la taxe, on va trader Kelly Oubre. Et en plus, vu que Barlow a montré que bah, il était largement viable en tant que titulaire, je pense que bah, là, ils vont avoir aucun Ouais. scrupule, entre guillemets, à trader Kelly Oubre. Donc non, je pense que lui, c'est sûr il aura un contrat proposé. Walker, j'en sais rien. Moi, je trouve que le profil est intéressant. Donc, tu vois, si on se renforce pas, à la deadline, ce qu'on a dit, ce qui serait le plus probable, moi, je lui proposerais bien quelque chose parce que je pense que, tu vois, en rotation, ça reste un ailier qui est pas parfait parce que c'est un two-way, mais en tout cas, en termes de 3 points, défense, switch, bah, c'est cool, je trouve, d'avoir un profil comme ça. Donc, Ouais. si en tout cas, il y a pas de renfort inattendu comme on a dit, moi je lui proposerai aussi un contrat comme à Barlow parce que je pense que c'est important d'avoir des rotations à l'aile. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Matt. Est-ce que toi, Honoré, tu as quelque chose à ajouter? Bah, sur Barlow, oui, il y a pas grand-chose à dire. Il aura son contrat, je pense même que ça va arriver très bientôt parce qu'il y a une limite de Hmm. matchs en two-way et puis, je crois qu'on s'en rapproche pas mal. Et puis, bah, Jabari Walker, je suis pas sûr que ça dépende de lui, ça dépendra de s'il y a de la place, ou non dans le roster, après la deadline. Mais en tout cas, je pense qu'il a le niveau pour une fin de rotation, enfin, je serais assez content si on le signe. Ouais, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que même Walker sera signé au final, comme l'a dit Mmh. Matt, parce qu'on fera pas grand-chose de plus. C'est surtout ça. Si Mmh. d'autres joueurs, si vraiment on est actif et qu'on fait signer des joueurs, effectivement, peut-être pas. Mais là, en l'occurrence, il y aurait pas trop de raisons. Voilà. Bah, surtout qu'on aura la place, hein. Si on se Ouais, c'est débarrasse ça. alors je sais pas si on aura une contrepartie contre Oubre, mais si c'est juste un dump, bah, on aura un roster en plus. C'est ça. Je crois qu'on a déjà un roster de vide, donc ça en ferait C'est 2. ça. Donc on aura la place largement pour les 2 en fait. Donc moi je pense que je serais pas étonné que les 2 aient un contrat, ouais. Et on va terminer sur la deadline avec une question très, très violente, mais que j'aime beaucoup personnellement. Question simple et frontale. Par quel moyen peut-on se débarrasser de Josh Harris?
Alors, je vais commencer par répondre, on n'en a aucun. Mmh. Voilà, c'est l'un de mes combats depuis, des années. Je suis pas très content qu'on ait ce proprio. Après, on pourrait avoir pire en vérité. Mmh. Alors, vraiment, c'est pas terrible avec Josh Harris, mais on pourrait avoir pire. Il y a des proprios qui sont encore pires en NBA. Donc, bon, bah, on fait juste avec et puis c'est tout. Moi, c'est comme ça que je Mmh. le vois, Puis malheureusement. c'est presque un peu tard, hein. Il aurait fallu s'en débarrasser dans les grandes années d'Embiid ou un peu avant, histoire de pouvoir aller un peu plus loin que la taxe. Maintenant, bon, c'est c'est dommage, on fait avec. Après, c'est pas dit qu'un autre propriétaire ira dans la taxe aussi, hein, donc, il y en a Ouais. d'autres, hein, Mmh. qui veulent pas y aller, hein. C'est pour ça Il y en que bon, voilà, bon il y an, en mal an, on est comme ça et puis c'est il y tout. en a plus qui Ouais, veulent pas y aller, qui veulent y c'est aller, hein, ça, en réalité. c'est ça. Donc, c'est sûr qu'après, Philadelphie reste un gros marché, c'est peut-être ça qui est un peu frustrant, qu'on n'y aille pas, parce que c'est vrai que souvent les gros marchés y vont. Mais en tout cas, il y en a beaucoup en fait qui veulent pas y aller. Et en plus, moi je pense que c'est pas demain qu'il va revendre les Sixers à mon avis, parce qu'en plus il y a eu l'expansion WNBA et Philadelphie a été choisi pour arriver en 2030 et c'est son groupe, le groupe Mmh, de propriétaires de Josh Harris qui va chapeauter l'équipe WNBA. Donc je pense qu'à mon avis, il est encore là pendant un long moment. clairement, clairement et puis, pour juste alors je me fais encore, l'avocat du diable, mais, dépenser beaucoup d'argent, aller loin même dans la taxe, ce n'est pas du tout une garantie de résultat. Je vous invite à regarder les Clippers, les Phoenix Suns de ces dernières années. Donc, Oui. il faut encore savoir bien utiliser l'argent, ça ne suffit pas de le dépenser. Alors effectivement, avec Morey, ça nous rend Mm. frustrés parce qu'on l'a vu utiliser justement une sorte de portefeuille limité à l'époque à Houston avec, c'était Fertitta et ça n'avait pas peur d'aller loin dans la taxe à l'époque. Et on a vu que on était vraiment, Houston était très proche d'atteindre le Graal et on pense que peut-être que ça aurait bien marché. Mais bon, c'est pas une garantie non plus et voilà, on fait avec Josh Harris et puis on est obligé, hein, c'est comme ça. C'est Bah, ça d'être supporter aussi. surtout que, OK, là, par exemple, on pourrait y aller, dans l'attaque, mais après c'est pareil, tu pourras pas y aller de manière, C'est ça. En exagérée plus avec le nouveau avec les ciblé, épreuves, c'est compliqué maintenant. Le ouais. second éperon te pénalise tellement que pour moi, tu pas trop d'intérêt à y aller, donc tu dépasseras un peu juste en dessous du second éperon et c'est tout. Mais pour moi, tu vois, même les équipes qui voulaient y aller dans l'attaque, ils sont tous redescendus au bout d'un moment parce que c'est trop punitif, en fait, après pour faire des Les moves. L'exemple le plus frappant, c'est même les Celtics qui, Bah, c'est Jason ça. Tatum s'est blessé, hop, on a dégagé tout le monde, enfin presque tout le monde, on a gardé juste une ossature et on voulait plus être dans la taxe tout de suite, hein, donc enfin, en tout cas dans les épreuves. Mais oui, donc c'est voilà, c'est une réponse mesurée et puis bon, c'est peut-être le moment où c'est presque le moins intéressant d'aller dans la taxe là maintenant. Soyons Ouais. honnêtes, Mmh. comme on n'a pas énormément d'espoir non plus, on en a un peu, mais pas tant que ça. Là, ça me dérange moins que certaines années. Je pense notamment aux années justement 2022, 2023, cette époque-là. C'était plus dur de ne pas y aller dans la taxe parce que si on aurait eu vraiment un peu plus de chance. Ouais. On va partir un peu plus sur des débats sur les joueurs de manière individuelle. Et on va commencer avec notre excellent rookie dont on est très content sur Vijay Combe. Et Vince du Trèfle nous repose une question. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le début de carrière de Vijay? Point fort, limite et axe de progression. Matt, tu as beaucoup parlé de Vijay Combe depuis qu'il est chez Beaucoup nous et trop. même avant qu'il soit chez nous. Mais est-ce que tu peux nous parler une dernière fois? Enfin, pas une dernière fois, mais justement peut-être plus, vu tu en as beaucoup parlé, plus de ce que tu as remarqué ces derniers temps, peut-être qui Mmh. t'a échappé, qui confirme des choses positives sur Vigi, peut-être que tu n'avais pas assez vu jusqu'à maintenant. Moi, vraiment le truc que je trouve ultra positif, c'est son shoot. Je trouve Ouais. vraiment que le jump shot est vraiment là. Même je trouve en termes de mécanique, enfin, tu vois, je parle pas que pourcentage parce qu'on sait que c'est volatile, mais ça se voit qu'il y a un vrai toucher de balle, en fait, chez ce joueur-là. C'est peut-être ça, en fait, le plus important. C'est le toucher de balle. C'est un des trucs les plus importants chez un joueur. Donc lui, on sent vraiment qu'il l'a et ça, c'est cool. Enfin, moi, je crois fort en son 3 points où on pouvait un peu avoir des doutes encore, même si les pourcentages au lancer franc de AAU, de NCAA c'était vers les 80%, donc ce qui était ultra positif, même si je crois son pourcentage à 3 points était pas terrible en NCAA, mais de toute façon, on le dit souvent, il faut pas forcément se fier énormément à ça. Mais je trouve que c'est vraiment le gros point positif et en fait, ce qui en fait un joueur, un role player déjà ultra complet.
en fait. Et puis le deuxième point fort, c'est sa défense, où je trouve que on commence à avoir des vraies choses, des vraies choses positives. Tu vois, il y a eu la défense sur Jalen Brunson, là, les 2 fois qu'on a affronté les Knicks où il a vraiment fait un excellent travail et je trouve, le playmaking défensif commence à se faire, ressentir, très, très fort et ce qui est ultra positif. Le seul point qui me dérange encore un peu, c'est la navigation d'écran où je le trouve pas encore très fort, mais je pense que c'est un truc justement dans les axes de progression, ça va être un truc, sur lequel il va progresser, mais je trouve que déjà, en fait, c'est un role player qui est ultra impactant, qui joue déjà, plus de 30 minutes par match et qui en playoff, je pense, aura ces minutes-là. C'est déjà ultra positif, en fait, pour un rookie, pour moi, il a déjà tous les trucs importants d'un role player, 3 points, défense. Il y a le connecting, je trouve qu'on voit pas encore beaucoup, mais je pense qu'en tout cas, on le voit par séquence. Ouais. Mais à Baylor, j'ai pas trop de doute qu'on le verra, parce qu'à Baylor, il y a vraiment des belles séquences de passes de connexion. Mais ouais, on a déjà un role player, en fait, ultra complet et c'est déjà super, en fait, hein. Honoré sur VG? J'ai pas grand-chose à ajouter, hein, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Matt. En fait, on a le joueur que je pensais qu'on aurait dans 2 ans. C'est, un Ouais. role player qui est déjà très, Mmh. très complet. Alors il y a l'efficacité où il est encore en dessous de la moyenne, mais alors je crois que c'est parce C'est qu'il un a eu un rookie. gros ouais, voilà, Ouais, c'est ça, c'est c'est un un rookie, rookie, ouais. puis c'est quand même tapé un rookie wall à un moment, assez violent, hein, Ouais. Ouais. donc je pense que ça a baissé à cause de ça. Mais sinon non, enfin c'est vraiment super ce qu'on voit. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter d'autre. Tu as très bien résumé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Honoré. C'est le joueur que j'espérais voir dans 2 ans, plus que maintenant. Donc, c'est quand même très positif et c'est une très bonne nouvelle de pouvoir tout de suite compter sur ce joueur. Et puis, moi, j'étais pas fan de le choisir en troisième, et de plus en plus, je me dis, ouais, ok, hein, maintenant, troisième de la draft, Vijay Combe, il a pas à rougir, en tout cas, il n'y a pas de problème. On passe ensuite, à une question là, c'est une question où on a réuni 2 questions. Il y avait une question de Oscar de La Relève et du douanier Médoc qui nous parlait de Kelly Oubre. Alors encore une fois, on a beaucoup parlé de Kelly Oubre et très peu en positif, mais du coup, la question est intéressante. Kelly Oubre, joueur mal compris ou vrai problème à cerner dans une équipe ambitieuse? Peut-il être négatif dans une rotation de contender? Je vais commencer en premier, j'en ai déjà beaucoup parlé de Kelly Oubre. Oui, il peut être négatif. Il peut être aussi positif. Je suis d'accord, ça lui arrive d'être positif sur des runs, parce qu'il a des périodes où son shoot rentre, où il prend moins de mauvaises décisions, où il est un joueur qui est plus en retrait aussi. Il a été positif sur sa première saison chez nous. Il a déjà été positif sur, je pense, sa première saison aux Suns. J'ai l'impression qu'il est souvent positif sur ses premières saisons dans les franchises, mais que de manière globale, pour moi, c'est un joueur négatif parce que son QI basket met en péril l'équilibre de l'équipe, parce qu'il prend des mauvaises décisions, parce que la plupart du temps, il ne shoot pas si bien que ça, parce qu'il prend des mauvais shoots. Voilà. En gros, pourquoi Kelly Oubre, même si sur l'aspect statistique, il a l'air d'être plutôt impactant tout le temps, il est rarement positif. Voilà. C'est mon avis. Ouais, je pense que tu as bien résumé, hein. Moi, je trouve que c'est pas un joueur positif si tu me demandes, de manière générale. Non, c'est un joueur négatif mais que ce soit chez un contender ou une équipe en reconstruction, hein, n'importe où, hein. Le seul truc, de positif qu'il peut t'apporter, c'est parce que c'est un joueur à variance et sur un match de Mmh, playoff, il peut t'en faire gagner un c'est ça. parce qu'il va rentrer tous ses tirs. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu la philosophie qu'a un peu Daryl Morey et je pense que c'est pour ça il l'a récupéré à aussi bas coût parce qu'il l'a récupéré au minimum il y a Mmh. 2 ans et il a voulu tenter le pari. Parce que ce qui me dérangeait pas, hein, au minimum, mais c'est vrai que maintenant avec un salaire plus élevé, moi ça me dérange quand même beaucoup, Ouais. surtout que je trouve que Nick Nurse lui donne beaucoup trop de minutes et d'ailleurs on le voit, depuis qu'il est plus là et que c'est Barlow qui est dans le 5, moi je préfère largement ce que fait Barlow Bah, parce que oui. Dominique Barlow, comme Kelly Oubre, n'a pas un bon shoot à 3 points, mais quand tu vois toute la qualité qu'il y a autour de ce joueur-là, il y a la défense, il y a la protection de cercle secondaire, il y a un peu de connecting en attaque, il y a du rebond offensif et puis surtout les cuts intelligents. C'est pas non plus un joueur qui a besoin de trop le ballon entre les mains, malgré le fait qu'il ait pas de shoot. Et Kelly Oubre, c'est un peu ça son problème, c'est qu'il a besoin du ballon entre les mains, il t'apporte pas de Mmh. spacing, il t'apporte pas de connecting. Et je sais que sa défense est louée par beaucoup de gens depuis le début de la saison, mais je suis désolé, moi je trouve que c'est pas un bon joueur en défense. Enfin, c'est un joueur même que je Un trouve joueur de pari? négatif.
Ouais, c'est un joueur qui fait beaucoup de gamble et quand il les fait, ben, il pénalise tes rotations défensives. Donc non, moi je trouve que c'est pas un joueur positif et j'espère que l'équipe s'en débarrassera à la trade deadline parce que pour moi on n'en a même pas besoin. Ouais. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Vous avez dit exactement ce que je pensais sur le joueur. C'est un joueur de coup, quoi. C'est pas un joueur sur le long terme qui t'apportera quelque chose de positif sur la longueur d'une saison. Et surtout, moi, j'aimerais qu'on s'en sépare parce que il me dérange moins s'il est utilisé très parcimonieusement. Malheureusement, Nurse a l'air de l'adorer et j'ai bien peur qu'il soit capable de le remettre dans le 5 alors que ça marche très bien sans lui actuellement parce que j'ai l'impression qu'il a l'air de l'adorer. Mmh. C'est fait partie des problèmes que j'ai avec Nick Nurse, notamment ça, mais aussi c'est le minutage qu'il fait. Donc oui, on espère voir partir Kelly Oubre du côté du podcast 76. On passe à la question suivante, une question sur Tyrese Maxey. Alors, c'est une question très intéressante que nous pose Tom, hein. Évidemment, Tom, pour les bonnes questions. Tyrese Maxey, son shotmaking a clairement franchi un cap. Une progression du playmaking est-elle vraiment indispensable pour en faire un top 20 NBA lock? Je vais encore commencer, mais par une petite réponse. Alors, est-ce qu'une progression au playmaking est vraiment indispensable? J'ai envie de dire, j'espère pour lui que non, parce que j'ai du mal à croire qu'il va vraiment progresser au playmaking. Maintenant, on a été peut-être un peu dur avec Maxi. Alors, on n'en a pas trop non plus parlé dans le podcast, mais un petit peu dans nos discussions sur l'évolution. On était un petit peu réservé par rapport à tout ce qui se disait de positif sur lui. Euh, je pense toujours ce que je pensais à l'époque. Néanmoins, c'est vrai que peut-être que notre côté supporter et en essayant d'être le plus objectif possible, nous a fait un peu relativiser le niveau qu'il a atteint dans le scoring, le shotmaking. Et on estime que, enfin, j'estime que ce n'est pas assez suffisant pour être un joueur aussi important et notamment être ce qu'il est en train de devenir, un numéro 1 de franchise d'une équipe vraiment importante. Mais j'essaie de relativiser aussi le fait que ce qu'il fait actuellement, c'est quand même insensé et c'est quand même ce qu'il sait bien faire, il sait très bien le faire. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire sur Tyrese Maxey. Qui veut enchaîner? Honoré, ça t'a plus trop parlé ces derniers temps. Ouais, bah alors, moi sur son shot making, je me suis posé la question pendant un bout de temps quand même sur ce début de saison, si vraiment il avait augmenté ou alors si c'était juste un biais d'échantillon ou juste qu'il était moins assisté, hein, parce que c'est le cas, il est moins assisté que la saison dernière. Mais je pense que oui, il a progressé au shot making. Enfin, il rentre quand même des shoots vraiment très compliqués. L'efficacité a fait un vrai bond. Donc ouais, j'espère que c'est pas passager et je pense que c'est pas passager. Après, sur son playmaking. Ben, j'ai l'impression qu'on a le joueur final Ouais. actuellement. Je vois pas bien ce qu'il peut faire de mieux. En fait, il fait assez peu de turnover, mais c'est parce qu'il fait des passes assez simples et il tente rien de très compliqué. Et puis il a pas montré de flash qui pouvait laisser espérer qu'il les tente à long terme. Donc je sais pas. À mon avis, on a le joueur à peu près final pour Maxey. Matt, c'est un sujet Ouais, ben, que oui, bah, j'ai je même sais écrit que un tu... article Ouais. sur Maxi, sur QI Basket, mais oui, c'est vrai que mais après je sais pas qu'est-ce que Tom entend par shot making, si c'est shoot à 3 points ou si c'est drive ou si c'est un peu, tout réuni. Mais, le shoot à 3 points, j'ai toujours trouvé que c'était un truc sous-estimé, de Maxi. C'est peut-être le truc justement où il est élite, hein. C'est un shooter d'élite, hein, Tyrese Maxey. La saison dernière, il fait une mauvaise saison à 3 points, ce qui était pour moi là une anomalie. Là, il fait une très bonne saison à 3 points parce qu'aussi je pense qu'il y a une meilleure utilisation. Il y a peut-être un peu une je sais pas si moi pour moi je vois pas un endroit de son jeu où il y a une réelle progression. Pour moi, c'est plus une meilleure utilisation de son rôle et de son profil qui fait que, il y a l'efficacité augmente. Je pense qu'il y a plus de sets off-ball qui sont dessinés pour lui, par exemple, pour profiter de son shoot à 3 points, pour aussi profiter de son drive une fois qu'il est lancé. Ça, c'est des trucs qu'on voyait moins les 2 dernières saisons, mais parce qu'il était aussi trop seul. Là, cette année, je pense qu'il est mieux entouré, donc on peut se permettre un peu, de plus l'utiliser off-ball. Moi, je pense que c'est peut-être là où je le préfère, au final. Mm. Et après, on-ball, je trouve pas non plus qu'il y ait d'énormes progrès. Il y a toujours un peu ce côté, drive tranchant, ce côté, pull-up qu'il a, mais après,
moi, j'ai pas l'impression de voir un joueur totalement différent. Le truc, et qui est tout à son honneur, qui fait extrêmement bien, c'est il a un gros usage et pour la première fois dans sa carrière, il est efficace sur un gros volume. C'est peut-être ça qui a souligné, ou c'est la première fois que ça arrive. Il avait déjà été efficace, mais sous un petit volume et un rôle beaucoup plus moindre. Le gros volume, il est là depuis 2 saisons, il n'était pas efficace. Bah là, c'est la première fois qu'on arrive à un Tyrese Maxey qui est efficace sur un gros volume. Et après sur l'autre partie, est-ce qu'une progression, au playmaking est indispensable pour en faire un top 20? Moi, je pense que oui. Je vois pas en fait, quand tu regardes quels sont les joueurs top 20 qui sont pas des grands playmakers, moi, il y a un peu, Donovan Mitchell qui me vient en tête, mais je pense que Donovan Mitchell est plus fort encore au scoring que Tyrese Maxey, donc il faudrait qu'il y ait encore une Et énorme meilleur au progression. playmaking, Et, en vérité. il est devenu meilleur au playmaking, ouais. Donc il y a ça. Et sinon, l'autre, mais je pense que c'est inatteignable, c'est un peu le défaut de ce joueur, c'est SGA, que je trouve qui est pas un très fort playmaker, mais le créateur de décalage est tellement génial que, bon, Ouais. voilà. Il faudrait que Maxi devienne un créateur de décalage de ce niveau-là. Mais pour moi, sans ça, je vois pas comment il devient top 20. Là, peut-être que tu vois, s'il finit la saison comme ça, peut-être qu'il sera top 30, tu vois, à fin top 30. Mais moi, j'ai du mal à le voir plus haut que ça. En fait, moi, j'essaie de lire le tome, hein, je l'ai pratiqué pendant 2 ans et je pense que, Tom et de manière générale chez, Dunk Hebdo, tu le sais, Matt, on a tendance à beaucoup, comment dire? Mettre en avant le volume. C'est quelque chose qui n'est pas facile et effectivement, tu l'as dit, sa plus grosse progression, c'est l'efficacité à haut volume et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant quand même de manière, importante et je pense que c'est pour ça que la question se pose. En tout cas, la question se pose aujourd'hui. Je pense que Tyrese Maxey est dans une zone, hem, pour moi, il n'est pas top 20, mais il est dans une zone où je comprends que certains se posent la question de pourquoi pas top 20 quand on voit un peu les joueurs qui commencent à arriver dans le top 20. Et la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que ce qu'il fait d'excellent, à savoir être un scoreur à haut volume, à très haut niveau et efficace, est-ce que ça compense suffisamment ses défauts finalement, et ses compromis? Moi, pour moi, je suis plutôt de ton avis, Matt. En fait, je trouve qu'on est peut-être un peu trop dur sur de notre côté un peu, comment dire, définitif sur le sujet. Mais je trouve que Maxi est un joueur à trop de compromis pour se suffire de ce qu'il fait d'excellent, en fait. Ça en fait Ouais. un joueur excellent, mais à beaucoup de compromis. Et donc, pour moi, j'ai du mal à le classer dans un top 20. Ouais. Honoré, je vois que tu as envie de réagir, non? Ah non, non, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ouais, Ok. moi, juste pour rajouter à ce que tu as dit, c'est intéressant, mais en fait, pour en faire un top 20, il faudrait. Il a l'efficacité, mais c'est pas un créateur de décalage, en fait, Maxi. On est plus sur un shot maker, Score. ouais. Un excellent shot maker. Mais Ouais. c'est pas, parce que t'as des joueurs qui peuvent être pas très forts au playmaking qu'on a cités, mais qui sont quand même, malgré tout, des Des créateurs de créateurs de décalage. décalage. Voilà, comme Donovan Mitchell, j'ai cité, même si, admettons, voilà, ils ont le même niveau de playmaking, mais Maxi, il n'est pas à ce niveau-là non plus de création de Mm. décalage. Donc, quand tu as un joueur qui n'est pas créateur de décalage, qui n'a pas non plus un playmaking de très haut niveau, tu vois, je pense à un joueur comme Darius Garland, qui, moi, n'était pas dans mon DH20. C'est un Mm. peu en plus une discussion qu'on a souvent là en ce moment chez Q entre Darius. Quel profil on préfère entre Garland et Maxi? C'est intéressant comme sujet. Le truc, c'est que Garland, le playmaking, il est chapeau 1, tu vois. Il est Mm. chapeau 1. Alors, je pense qu'il n'y a pas non plus la. Sur certaines saisons, tu vois la création de décalage. Je pense que quand même il l'a, mais il y a quand même des limites lui aussi au scoring, dans le scoring d'isolation notamment. C'est pas un très fort scoreur d'isolation, mais Maxi non plus. Les limites, on les voit quand les équipes, tu vois, les 2 couvertures sur lesquelles il galère le plus, c'est quand les équipes se mettent à switcher et que c'est quand les équipes se mettent à faire du edge. Parce qu'en plus, il est petit, mais tu vois, il n'y a pas la création de décalage, il n'y a pas le playmaking non plus. Moi, dans l'article, je le montre d'ailleurs chez QI, quand il y a plusieurs matchs où les équipes viennent le edge, il n'y arrive pas en fait. Il n'arrive pas à créer de décalage et l'attaque, elle stagne en fait. Donc il n'a pas non plus ces qualités de gros créateurs, moi qui me font le mettre top 20. Il y a trop de joueurs trop forts, même que je n'avais pas dans mon DH20 l'an dernier. Kate Cunningham, je ne l'avais pas dans mon DH20.
c'est des joueurs là les 2 joueurs que je viens de citer, enfin, surtout Cade Cunningham, il le sera sûrement, tu vois? Enfin, Oui, pour moi, ils oui. sont devant ces joueurs-là sont devant Maxey, donc pour qu'ils soient top 20, moi, ça me paraît compliqué. Top 30, pourquoi pas? À voir, on fera le bilan à la fin de saison, mais top 20, c'est et après, c'est d'autres profils, c'est des profils, protecteurs de cercle ou défenseurs très polyvalents, tu vois? Je pense à un Jalen Williams que j'avais à la fin de mon top 20, mais voilà, on n'est pas non plus sur un joueur qui a un très fort créateur de dégage, mais la défense est tellement géniale et Maxey, on n'est pas du tout sur ce profil-là, Ja- quoi. Jalen Williams, c'est presque l'inverse de Maxey dans le sens où il y a très peu de compromis. Donc là, on Bah, est sur. c'est ça, bah, Il y a- c'est des du joueurs coup, totalement différents, ouais. hmm, ouais, je pense qu'on est tous à peu près d'accord chez 76, mais moi je tiens à dire que je comprends l'idée qu'on puisse avec d'autres en fait on parle beaucoup d'un truc qui s'appelle les biais et on a nos propres biais, c'est une Bien sûr. certitude les uns les autres et je puisse comprendre avec d'autres biais, on puisse classer Tyrese Maxey top 20. Ce sont pas les nôtres et du coup moi je l'ai pas non plus dans mon top 20 et au même titre qu'un Garland aussi qui est un autre type de joueur à compromis, tu vois. Je trouve que c'était intéressant de parler de Garland parce que c'est d'autres compromis que tu fais avec Garland et du coup pour moi les deux ils ont trop de compromis pour aller dans le top 1. Donc je suis assez d'accord avec toi. Je et je pense que Honoré tu disais que tu l'étais également. On va quand même passer à la suite, hein. On a beaucoup parlé sur Maxi, mais c'était bien. Au départ, notre premier épisode de la saison aurait dû être un épisode sur Tyrese Maxey, hein. On s'est dit qu'on allait essayer de parler de choses plus variées et donc plus positives par rapport à nos avis, justement. Et du coup, on va parler de quelque chose d'un peu négatif actuellement, un peu négatif. On va parler de Jared McCain avec des questions de Benji de QI Basket, pardon, le host du podcast Beyond the Hoops, donc que je ne rate plus et débrief sportif sur Twitter et qui se rejoint avec une question de Ghislain. Alors je connais pas bien Ghislain, mais je pense que Matt le connaît mieux que moi. Ouais, Je crois qu'il parle surtout de ouais. WNBA, mais il connaît très bien la NBA aussi, donc allez suivre ces gens et il nous parle de McCain. Alors les questions réunies nous donnent jusqu'où les espoirs sont-ils raisonnables sur Jared McCain et pourquoi ne joue-t-il pas davantage? Limite défensive, contexte collectif, choix du staff. Qui se lance? J'y vais ou tu veux y aller, Honoré? Vas-y, vas-y. Allez, j'y vais. Alors, ouais, je crois que le jusqu'où les espoirs sont-ils raisonnables, c'était Benji, hein, je crois qu'il posait Ouais. cette question et Ghislain, c'était plus pourquoi il joue pas davantage. Hmm. Bah, jusqu'où les espoirs sont-ils raisonnables? Moi, en tout cas, j'en ai vis-à-vis de ce joueur-là. Parce que pour moi, ce qu'il a montré en saison rookie, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas juste, c'est pas sorti de nulle part, en fait. C'est pas sorti de nulle part, même si c'était court. Ça a duré quoi? 2 mois? Parce que malheureusement, il Hmm. s'est blessé. Mais je veux dire, il a sorti des gros matchs face à des grosses défenses où il y avait du drive, il y avait du shoot, il y avait un peu de playmaking, un peu un profil, je trouve, qui nous manquait. Justement, là, pour le coup, arriver à driver un peu contre des très forts défenseurs et arriver à créer du décalage, à faire un peu de playmaking, puis surtout il a un toucher de balle qui est incroyable. Je pense que c'est même au-dessus de Tyrese Maxey encore, hein. Vraiment, la mécanique est parfaite. Puis même, je trouve que un vrai toucher de balle, moi, j'ai trouvé, c'est vraiment en fait, il a des grosses qualités de création, en fait, de création de décalage et de playmaking. Et c'est vrai que cette année, pour l'instant, forcément, c'est décevant. Mais après, déjà, de un, c'est un très jeune joueur qui a été coupé en pleine saison rookie. Et je le répète souvent en privé avec vous, que ce soit dans le Discord. Mais pour moi, je le considère toujours comme un rookie, puisque sa saison rookie, il ne l'a pas Hmm. terminée. Et en plus de ça, il s'est fait une grave blessure au ménisque. Il a été absent de quasiment 1 an des parquets. Hmm. Il aurait dû revenir en début de saison. Et en plus, malheureusement, il se fait une blessure au pouce. Donc, il a raté le training camp. Donc, tu vois, en plus, c'est un rookie. Il a raté le training camp. Il a, il a été absent 1 an des parquets. Je trouve, tu vois, ça fait beaucoup. Donc, Hmm. et en plus, là, il a pas un gros temps de jeu. Parce que je pense que, la question, c'est pourquoi il joue pas davantage. Parce que oui, je pense moi, c'est surtout, je pense, le contexte collectif. Le fait qu'on ait drafté VJ, il y a eu le retour de Maxi, on a pris Quentin Grimes à la trade deadline. Donc, ça fait beaucoup de joueurs, en fait, sur son poste. Donc, il y a plus beaucoup de minutes à donner, en fait, au final. Et du coup, il se retrouve avec 10, 15 minutes par match. Il y a eu un peu des flashs où tu sentais qu'il revenait un peu, mais ouais, c'est compliqué, mais
je pense que c'est un peu logique, c'est lié à sa blessure. Temps de jeu plus blessure, ben, Ouais. pour l'instant, il a de la peine à revenir. Mais moi, j'ai toujours des espoirs en lui. Sont-ils raisonnables? Je sais pas, mais moi, j'en ai toujours parce qu'il nous a trop montré pour jeter l'éponge, en fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est compliqué de parler de McCain cette saison parce que, enfin, on se rend compte tout de suite que c'est pas le même joueur que l'année dernière. Enfin, il n'a pas joué pendant très longtemps. Il a été blessé. On voit aussi qu'il est pas en confiance du tout. Enfin, bref, c'est pas simple d'analyser ce qu'on voit cette saison, mais ce qu'on a vu la saison dernière, ça existait quoi. Enfin, on n'a pas survendu un jeune joueur comme ça peut arriver. Je pense que vraiment, il a des qualités de shoot. Qui a- je sais pas si on peut parler d'élite, mais enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un très 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 bon shooter. Du playmaking, moi je préfère son playmaking à celui de Maxey. Euh, Après, même le drive, ouais, c'est pas mal. Donc, personnellement, je garde espoir sur McCain et j'espère qu'il va retrouver la confiance petit à petit. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Ouais, moi je vais faire très court, hein. Je serais très dans le wait and see, dans le sens où plutôt, alors vous avez tout dit, hein, ce qu'on a vu, ça existait l'année dernière, mais la blessure, la confiance, le manque de temps de jeu, j'espère qu'il va rebondir et ou du moins j'espère qu'il rebondira bien chez nous. C'est aussi ça, parce Ouais. que on est une franchise qui a pas le temps forcément, et on a, comme l'a dit Matt, on a beaucoup de monde sur les mêmes postes aussi. Sa blessure et le fait que, en fait, je pense que si sur les nombreux matchs où il avait 15-20 minutes, il avait sorti vraiment des 15-20 minutes de folie, on l'aurait peut-être revu un peu plus. Et Nurse, Nurse l'a beaucoup limité. Maintenant, j'ai entendu Nurse dire récemment Mm. que il lui fallait du temps justement pour revenir et qu'il comptait encore sur lui. Donc, j'ai envie d'attendre et juste de voir. J'espère qu'on reverra, au moins, en tout cas, chez les Sixers, le McCain qu'on a déjà vu, mais je perds pas espoir non plus, hein. Et pour ce qui est des limites, je trouve que si il s'affirme comme le joueur qu'on a vu les 2 premiers mois où il a joué chez nous, qui aurait dû être, rappelons-le, qui aurait certainement été rookie de l'année s'il en avait joué 6 mois. Et je pense que j'ai plus d'espoir à long terme sur McCain que sur Maxi, comme vous l'avez un peu dit. Mm. Donc beaucoup d'espoir sur lui. Maintenant, il va falloir attendre. Rien à rajouter sur McCain, quelqu'un? Non. Non, c'est bon. Ok, on passe à des questions plus tactiques. Donc c'est là où je vais moins parler, moi, ça c'est Oui, sûr et moi aussi. certain. On va laisser passer à parler le chef. Du coup, première question de l'excellent Alan Guillou de Santa Clara, qui nous pose cette question. Quels ajustements tactiques, offensifs et défensifs du staff vous plaisent le plus cette saison? Allez, Matt, on te laisse commencer, hein, quoi qu'il arrive sur la tactique. Bah, défensif, c'est, le fait de j'en ai parlé, hein, pas mal sur Twitter, mais, dernièrement, ce que je trouve intéressant, c'est que surtout le match contre, New York, c'est en fait, ils essaient de faire comme, fait les Spurs avec Wembanyama, c'est-à-dire de garder Embiid le plus proche du panier et de pas l'impliquer sur les pick and roll. Donc, c'est un peu un sorte de rôle de roamer, mais c'est même plus que ça, c'est même si on essaye de l'impliquer, ben, par exemple, si son joueur, va du corner à l'aile, bah, il va quand même faire le switch off ball. Ça, on l'a vu beaucoup, beaucoup avec les Knicks, ça demande pas mal de coordination, mais ça m'a beaucoup plu parce que, bah, je pense que c'est la meilleure place, d'Embiid parce que, déjà avant, il se faisait pas mal cibler sur pick and roll, mais je trouve que là, depuis, bah, sa blessure et son manque de mobilité, les équipes, en profitent encore plus et il est quand même souvent, souvent, souvent ciblé sur pick and roll et je trouve Mmh. ça bien, bah, qu'il y ait eu cet ajustement de, on va le garder le plus bas possible au cercle parce que c'est peut-être là où il aura le plus d'impact. Puis il a moins de chemin à parcourir, plus il est proche du panier, bah, plus il est là pour contester et surtout que les instincts pour contester, pardon, il les a toujours. Je veux dire le cerveau, ça, il s'est pas blessé heureusement donc pour le défensif, je dirais c'est surtout celui-là que je trouve intéressant. Après offensif, c'est pas tellement un ajustement, mais c'est plus le fait que tout le monde soit revenu en fait, qui t'ait permis de faire ces ajustements. Moi je trouve que j'aime bien ce qui est fait là dernièrement, mais parce que, on retrouve en fait un Joel Embiid à haut niveau et je trouve qu'on retrouve un peu le jeu qu'on avait, quand Nick Nurse est arrivé aux Sixers.
c'est-à-dire avec plus de mouvements un peu autour de Joel Embiid. Et puis ce qui est cool, c'est en fait tous ces connecteurs maintenant qu'on a autour. Quentin Grimes qu'on n'avait pas quand Nick Nurse est arrivé, VJ Edgecombe qu'on n'avait pas quand Nick Nurse est arrivé. Donc tu vois, ça fait déjà 2 joueurs, qui te font du connecting et c'est un peu ce qui manquait à cet effectif. Et puis Paul George, on profite de son spacing, Quentin Grimes qui a du spacing, VJ Edgecombe qui a du spacing. En fait, on a un peu l'écosystème parfait autour de Joel Embiid et cette attaque un peu en weave, en vague, je sais pas comment on peut l'appeler, mais tout ce système autour de Joel Embiid où on a du connecting, du shooting et Nick Nurse qui essaie de faire un peu ses dribble and off, ses changements de direction, ses drives et je trouve que c'est ça qui est cool un peu dernièrement où quand l'effectif en fait est en santé, tu sens qu'il y a une cohérence et tu sens que Nick Nurse peut mettre un peu tout son système offensif en place qu'on n'avait pas avant. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, Honoré? Vas-y, vas-y. Moi, alors, au niveau ajustement tactique offensif, j'avais quelque chose qui rejoignait un petit peu ce qu'a dit Matt, c'est sur l'utilisation de Maxey. Mais en fait, je pense pas qu'il y a un réel ajustement. C'est plus que le matos à côté s'est amélioré. Enfin, c'est plus facile de jouer Mmh. avec Edgecombe qu'avec Oubre à côté. Mais bon, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais faire court, mais il est bien plus assisté qu'avant, que l'année Mmh. dernière, où je pense qu'on lui demandait beaucoup trop et on a vu ses limites. Et c'est vrai que maintenant, on lui demande beaucoup moins de créer la différence, plutôt de l'exploiter. Et là-dessus, en fait, il est létal, quoi. Il est excellent. Donc, je trouve que vraiment l'utilisation de Maxey cette saison est vraiment très très bonne. Ouais, en fait, je voulais à la base, je voulais te couper juste pour poser une autre question qui nous a été posée parce que je trouvais qu'elle correspondait pas mal à ce dont tu as parlé, Matt, sur les ajustements défensifs. C'est une question de Ghislain qui nous dit: faut-il envisager de cacher Embiid sur certaines séquences de pick and roll, donc en 2 contre 1, en protégeant derrière avec des profils comme George ou Veggie, sachant que sa drop coverage est désormais ciblée chaque match? Vu ce que tu nous as dit sur l'ajustement défensif, ça m'intéressait de te poser la question juste derrière, en fait, la question de Ghislain. Bah oui, enfin, je pense que c'est pour ça qu'on le voit dernièrement. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser le plus possible. Parce que c'est sûr qu'en playoff, les équipes vont essayer de le cibler. Après, je trouve qu'effectivement, comme il a cité là les profils, l'avantage qu'on a par rapport aux autres saisons, c'est qu'on a Paul George en protection de cercle secondaire, VJ qui peut le faire aussi. Enfin, à Baylor, il l'utilisait beaucoup en protection de cercle. Et il y a aussi Dominique Barlow, hein, qu'on oublie de Ouais, citer, mais il a des. complètement. Moi, je le trouve très très bon justement en Mmh. protection de cercle. Et d'ailleurs, je suis allé voir les chiffres sur Cleaning the Glass. Alors, on autorise beaucoup de tirs au panier, mais par contre, on les défend bien. Et je pense Ouais. que c'est pas ce qui est différent. Et les autres saisons, c'était pas trop le cas. Même quand Joel Embiid jouait, parce que Embiid, j'ai souvent tendance à le dire, mais il se repose un peu en saison régulière. Ouais. Sa défense est très irrégulière et lui fait pas trop les efforts de protection de cercle, etc. Mais je pense que d'avoir ajouté des profils comme Georges, VJ et Dominique Barlow, ça aide en fait à ta protection de Mmh. cercle, hein. Clairement. Et ça, pour ça, c'est cool. Et en plus, les schémas de Nick Nurse, on les connaît. C'est des schémas agressifs où ça va venir stun, c'est-à-dire ça va dézoner à chaque drive. Et les profils un peu longs comme ça, c'est un peu ce qui manquait souvent autour de Joel Embiid, si on n'avait pas trop de protection de cercle Mmh. secondaire, justement, à l'époque de Harden, c'est un peu, il était trop seul, quoi. Et c'est un peu ça qui est cool, et j'ai hâte de voir, justement, en playoff, qu'est-ce que ça va donner. Mais oui, le but, c'est vraiment d'utiliser le plus de schémas de pré-switch, de choses comme ça pour en fait, le garder le plus proche du cercle. Et en plus, on a des C'est ça. profils maintenant qui peuvent switcher. Donc je pense qu'il faut en Mmh. profiter. On a même vu, des minutes assez importantes avec Bona et Embiid, ensemble sur le Ouais, terrain. Donc il y a pas mal de c'est vrai. Nurse, ça a l'air de beaucoup le préoccuper, à tenter beaucoup de choses justement, sur ce sujet. Hem J'aimerais enchaîner. Ghislain a posé une question encore qui suit très bien. Du coup, comme ça, on enchaîne. Si les Sixers retournent en play-off, comment une défense globalement moyenne peut-elle tenir sur une série? Quel levier concret pour l'améliorer? Alors moi, déjà, je la trouvais un peu dure, cette question. Ouais. Bah, Qu'est-ce que... Ouais. non, mais moi, je discute souvent avec lui, mais je Mhm. pense que moi, en fait, on a très mal démarré en défense. Ouais, C'est ça vrai c'est que sûr. la défense du pick 1 était assez catastrophique, même en début de Mhm. saison, mais on n'avait pas encore tous les joueurs qui étaient là. Moi, je trouve qu'on devient de plus en plus une bonne défense.
Ouais. Je suis même allé voir en termes de provocation de turnover, on n'était pas très bon, ce qui était assez bizarre parce que je trouvais pas que les schémas avaient changé. Je pense que c'est plus, je pense en termes de profil qui était pas encore là, puis un peu aussi en termes de variance parce que je pense qu'on n'avait pas un échantillon assez grand. Mais, avec les profils de playmaking défensif qu'on a, Vijay, Paul George, même, Dominique Barlow et cetera. Même Tyrese Maxey qui a fait des progrès là-dessus, mais je pense que le coaching staff, lui demande plus de faire justement lui des paris, que c'est plutôt de la bonne défense. Enfin, c'est un peu le système Nick Nurse, hein. Mais du coup, il est devenu bon dans le playmaking défensif. Donc moi, en termes de défense demi-terrain, j'ai pas trop d'interrogations. Je pense qu'on sera même une très bonne défense de demi-terrain. C'est peut-être plus la défense de transition, où j'ai toujours trouvé qu'on n'était pas bon et je trouve Mmh. pas qu'il y a vraiment d'amélioration. Alors après, comment améliorer ça? Franchement, j'ai pas trop de réponse à ça, hein. C'est un peu replier plus vite ou j'ai envie de dire mettre les paniers en fait en attaque, hein. C'est comment tu coupes la transition, c'est en mettant un peu des paniers en attaque. Ou alors attaquer le rebond offensif. Tu vois, des fois, ça peut être un peu contre-intuitif, mais des fois, c'est un peu ça, hein, des fois, la solution, parce que les équipes vont plus se concentrer sur le rebond. Mais on est déjà une équipe qui est forte hein, là-dedans. On est déjà une équipe Mmh. qui est bonne. Moi, Ouais. c'est ce que j'aime bien, c'est en termes de bataille des possessions. On est vraiment bon cette année. Il n'y a que le rebond défensif. On n'est pas très bon, mais tout le reste, même, tu vois, même ne pas faire beaucoup de turnover, on est très bon. C'est ce que je disais, provoquer des turnovers, on redevient bon. Provoquer des rebonds offensifs, on devient très bon. Donc en fait, en termes de bataille des positions, on est vraiment très fort et ça c'est cool. Mais je suis pas trop étonné. C'est un truc que Nick Nurse, c'est un peu dans sa philosophie. Donc non, moi je pense qu'en termes de défense, je suis pas trop inquiet. Le seul truc qu'il faudra faire attention, on l'a déjà cité, c'est Embiid, le protéger le plus possible. Mmh. Et puis la défense de transition, mais je pense que là-dessus, moi j'ai du mal à voir comment vraiment on pourra progresser, quoi. Ouais, surtout la défense de transition, déjà de base, même avec un grand Joel Embiid, l'époque du prime, c'est plus compliqué avec ce type de pivot à la Joel Embiid de défendre parfaitement la transition et Ouais. s'organiser. Maintenant, le positif, c'est qu'on a Nick Nurse, hein, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment pour savoir organiser une défense, je lui fais vraiment Mmh. très confiance à Nick Nurse. Et Honoré, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur le sujet de la défense, Ah justement. bah, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Ouais, bah, en fait, le fait que Barlow soit viable offensivement, ça aide quand même bien la défense parce Oui, qu'il est Oui, vraiment excellent complètement. et ça offre de la protection de cercle secondaire là où Embiid n'est pas forcément toujours génial cette saison. Et puis après, ben, la question, ça serait Embiid, hein. Il a toujours augmenté son niveau entre la saison régulière et les playoffs. Je sais pas s'il sera, enfin, je parle niveau défensif, hein. Je sais pas s'il en sera capable cette saison, mais s'il en est, j'ai pas de doute qu'on sera une très très bonne défense parce qu'il y a vraiment le matériel pour le faire. alors si par miracle, on a un Joel Embiid qui retrouve beaucoup de couleurs d'ici les playoffs, et notamment défensivement, là, on commencera à être un sérieux contender, Mmh. hein, s'il arrive en plus à jouer les matchs et tout, hein. Mais bon, on n'en est pas encore là. On va enchaîner avec une question juste pour Matt. C'est Greg, notre ami Greg de Valley Hoop qui nous pose cette question. Je crois qu'il a une question pour chacun d'entre nous, mais pour Matt, il a choisi la tactique. Qu'est-ce que Nick Nurse fait tactiquement qui t'exaspère le plus? Super, j'ai envie de répondre un petit peu là pour le coup. Il y a des Bah petites non, choses. mais il faut quand même qu'on réponde tous. C'est quand même, si on a quelque Ouais. chose à dire, il faut le Oui, dire. oui, bien sûr, bien sûr. Tactiquement, en pur et dur, j'ai pas grand-chose en réalité à Ouais. dire, sur cette saison, hein. Même les saisons d'avant, parce que il y a des trucs aussi, c'est pas de son fait. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on joue de l'isolation à outrance parce qu'on n'a pas les joueurs pour. C'était notamment le cas l'année dernière, mais après, le problème, c'est que c'est toujours pareil, que tu fais quoi, en fait, si tu fais pas ça? Parce Ouais. que quand t'as pas d'autres joueurs capables de créer du décalage, bon, ben, tu un peu forcé de le faire avec, malgré tout le meilleur, là-dedans de ton effectif et c'était Tyrese Maxey. Mais c'est vrai que, ça donnait pas des résultats, top, même à regarder, même, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est parce que tu as une limite d'effectif. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, de trucs qui m'exaspèrent, cette saison ou même les saisons d'avant, si ce n'est ce que j'ai cité. Non, le seul truc, mais ce sera pas de la tactique, c'est, le temps de jeu des joueurs. Ça, c'est un truc qui m'exaspère. Oui. Je trouve qu'il fait trop jouer, souvent Maxi et Vijay Edgecombe.
On l'a déjà répété, mais quasiment 40 minutes de temps de jeu par match, je trouve que c'est beaucoup trop. Donc ça, c'est vraiment le point, je trouve qui est énervant et puis le deuxième, c'est, quand Kelly Oubre est disponible, pour moi, c'est pas un joueur qui doit être titulaire, en NBA en 2026 ou en 2025, enfin même, en tout cas ces dernières saisons. Donc c'est un peu voilà, c'est les 2 trucs qui m'énervent un peu, concernant Nurse, c'est trop de confiance donnée à Kelly Oubre alors que le joueur a pas tant de valeur que ça et les temps de jeu, quoi. Alors tu dis que c'est pas de tactique, mais OK, c'est pas du tableau noir, mais pour moi, c'est quand même de la tactique pour le Oui, coup, ça en hein. fait Le fait partie, on de peut le dire. minuter et de faire jouer certains joueurs beaucoup plus qu'ils ne devraient jouer. J'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Moi, c'est ça qui me pose problème. Je rajouterais quand même Drummond, hein, qui régulièrement Oui, est c'est repassé vrai, devant Bona et a starté des matchs. Moi, pour ouais. moi, c'est presque plus encore un problème alors qu'il joue quand Embiid n'était pas là et qu'il soit le deuxième pivot derrière Bona, parce que Bona pourra pas jouer les 48 minutes, ok, mais qui joue un minimum, ok, je peux le comprendre. Mais pour moi, Drummond, dans son profil, est un joueur qui ne doit pas jouer en NBA, je suis désolé. Ouais. Ne doit pas starter. Il est un poids négatif au poste de pivot qui doit gérer justement l'aspect défensif en premier. Et ça fait partie à la même échelle que Oubre finalement. Pour moi, j'ai du mal à comprendre justement qu'un coach qui a de telles qualités sur beaucoup de choses, notamment d'un point de vue tableau noir, comme on l'a dit, il est très très fort pour organiser avec les moyens qu'il a. Maintenant, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait jamais eu, quasiment jamais, le meilleur playmaker qu'il ait eu dans toute sa carrière. Il s'appelle Kyle Lowry, du côté des Raptors. Et derrière, je pense, c'est Fred VanVleet qu'il a eu aux Raptors aussi. Et ça me rend triste qu'il n'ait pas eu un playmaker quand il est arrivé aux Sixers, Harden est parti. J'aurais bien voulu le voir quand même. Ouais. Comment il aurait organisé une équipe avec un vrai playmaker? Est-ce que il s'adapte systématiquement au matériel qu'il a, ou est-ce que, en fait, c'est difficile de savoir s'il s'adapte forcément au matériel qu'il a, parce qu'en fait, il a toujours eu un matériel finalement assez similaire. C'est pour ça que j'ai encore des toutes petites réserves là-dessus. Mais Ouais, sinon, puis il a mmh, jamais eu un matos si terrible que ça, en fait, hein, dans sa carrière ouais, de coach. Tu regardes, à ouais. part l'année du titre à Toronto, L'année Kawhi. Kawhi, Mmh, il est parti après, donc c'était un effectif quand même qui était limité et il en a fait quand même quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve. La mmh. saison d'après Kawhi, elle est vraiment top, mais à Toronto, il a perdu du talent, hein. Au fil des saisons, il perdait de plus en plus de talent. Il arrive aux Sixers, Harden part, Joel Embiid se blesse à la moitié de la saison. En fait, tu fais le bilan du coach, du Nick Nurse, quel effectif il a eu. Mais en réalité, il a jamais eu non plus énormément de talent en réalité. Donc, En fait, si, il avait du talent, parce que même à Toronto, tu gardes Siakam, tu oui, gardes. mais je veux dire pour jouer Mais le en fait, titre, quoi. voilà, c'est plus dans Contender, ce enfin sens-là. moi je parle top 10 NBA, un joueur top 10 NBA. Alors il y a Embiid, mais Embiid il était tout petit. Finalement il a eu, allez, 4 mois, et puis après il s'est blessé et on C'est n'a ça, jamais revu le vrai Joel. Donc, et à Toronto c'est un peu pareil. Donc, c'était des effectifs qui étaient bons, mais quand même qui avaient des limites, quoi. c'est ça, c'est ça. Et Honoré, toi, est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui t'exaspère chez Ah, Nurse? vous avez dit ce qui m'énerve le plus, c'est le minutage, hein. Donc je vais pas répéter ce que vous avez déjà dit. Non, je pense qu'on peut enchaîner. Très bien. Alors, question de Tom, encore une fois, qui nous dit: si vous deviez suivre une seule statistique individuelle pour un joueur de l'effectif, hors nombre de matchs joués par Embiid, laquelle et pourquoi? On va commencer par toi, Honoré, du coup. Alors moi, ça serait une stat, peut-être le pourcentage de paniers pris au cercle par Embiid et en Ok. corrélation avec son pourcentage enfin son free throw rate. Histoire juste de voir si Embiid va au contact dans la raquette, et je trouve que c'est quand même une bonne indication de son état de forme généralement. Ok, ouais, ça s'entend. Matt? Le nombre de minutes de McCain. En plus, c'est pas une blague, mais c'est souvent ce que je regarde en premier le matin quand j'ouvre le box score parce que Minutes, ouais. pour voir le temps de jeu qu'il a eu et j'avoue que ça m'exaspère de plus en plus quand je vois 16 et il y a pas si longtemps, c'était même 10 minutes là, le dernier match. Je me suis dit, ah ouais, que 10 minutes contre les Wizards alors qu'il y a eu un blowout, mais il y a eu le retour de Kelly Oubre et des blessés. Et c'est vrai que, bah non, mais ça me désole encore plus que je me dis là, avec le retour des
des joueurs blessés, j'ai peur qu'il ait de moins en moins de minutes, en fait, hein. Donc c'est vraiment le truc que je surveille, quoi, vraiment son temps de jeu parce que, bah, j'aimerais bien qu'il en ait plus, quoi, parce que je pense que c'est important, en fait. Alors moi, j'allais presque dire ça, j'allais dire l'usage de McCain. Sur une version un peu plus long terme, pour voir s'il reprend vraiment, tu vois? Ça va avec les minutes forcément, mais ça va aussi avec, la confiance qui revient, le nombre de shoots qu'il va prendre, tout ça. Donc, j'aurais voulu surveiller l'usage de McCain, mais je vais dire quelque chose qui va un peu dans ton sens aussi, Matt, mais les minutes d'Oubre. Vu qu'il est revenu, est-ce qu'il va se retrouver à 35 minutes dans très peu de temps? Bah, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de suivre aussi et en espérant que c'est une stat que j'aurais pas à surveiller longtemps chez nous. Voilà. Ah. On passe à une ver on en a fini avec les Sixers et on va parler tout de suite plutôt de NBA de manière, globale. Alors on a une première question de Douanier Médoc, c'est une question très intéressante à laquelle personnellement j'ai du mal à avoir une réponse. Après l'explosion du tir à 3 points, de la pace et du pourcentage de rebonds offensifs, qu'est-ce qui, selon vous, explosera dans 5 ans en NBA? Alors moi, je suis pas devin, malheureusement, et peut-être pas assez fort aussi tactiquement pour savoir ça. C'est néanmoins une question très intéressante. C'est vrai que chaque époque a un peu des révolutions qui font changer le jeu et changer la tactique. Je vous laisse répondre si l'un ou l'autre, vous avez une idée de ce qui pourrait exploser? J'en ai absolument aucune, moi. J'y ai réfléchi un petit peu, mais non, je vois Ouais, pas. moi aussi. C'est vraiment difficile comme question. Bah, moi, je pense que c'est le mouvement des joueurs, mais Guillaume, en parle souvent dans son podcast Le Basket Lab, mais Mm. je le rejoins un peu là-dessus. D'ailleurs, on le voit, hein. On le voit de plus en plus, mais les équipes, bah, sont de moins en moins statiques, en fait, quand elles Ouais, jouent, les joueurs sont en mouvement. Bah, j'ai fait une vidéo sur Miami, là, la Circle Offense, c'est un peu ça, hein. Si on ouais, crée du spacing avec le mouvement. Maintenant, je pense que peut-être le prochain truc que j'attends, c'est qui fera ça avec des forts joueurs. Parce que pour l'instant, on le voit ouais, c'est ça le avec problème. des équipes qui ont bah, que des seconds couteaux, entre guillemets. Mais qui va le Et faire même avec des stars dans leur effectif? Et même quand tu as des stars un peu en perte de vitesse, on va dire, comme Ja Morant, généralement, les stars sont pas très contentes d'évoluer Ouais. dans des circle offense. Euh, je suis d'accord, ça peut être ça, hein, une sorte de tiki-taka un peu à la sauce basketball, mais je pense que c'est déjà la révolution de maintenant, tu vois, qui va être tentée un peu maintenant. Est-ce que dans 5 ans, ce sera encore autre chose? Est-ce que dans 5 ans, on va jouer un triangle pour revenir à l'ancienne? J'en sais rien, parce Ouais, que on sait après, jamais, hein. ouais, des fois, ça peut être un truc d'avant. Enfin, je sais pas. Après, c'est difficile. Moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est un peu ça sur ce quoi on se dirige. Et puis en défense, ça va être, je pense, même si un joueur shoot bien à 3 points, mais d'ailleurs on le voit, bah, des équipes vont quand même placer leur pivot adverse, Ouais, sur lui. On a vu ça avec Jrue Holiday. Il y a même, les Sixers là qui ont fait ça contre Anunoby là, le match dernier. Il y a aussi, bah, Miami qui avait fait ça pareil, de mettre Adebayo sur Anunoby et de l'ignorer à 3 points, alors que c'est un bon shooter à 3 points. c'est un bon shooter. Donc, moi, tu vois, je pense que on va plus ça va aller, plus on va aller, j'ai l'impression, dans cette «exagération» entre guillemets, parce que le but, c'est de protéger le cercle, en fait. Après, qu'est-ce qui sera fait dans 5 ans? C'est un peu difficile à dire ça. Ouais, c'est compliqué. Nouvelle question du douanier Médoc. Avec l'expansion à venir, comment réduire intelligemment le nombre de matchs? Alors moi, je veux bien commencer. C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. J'ai longtemps été très favorable à une réduction drastique du nombre de matchs en NBA. Pour des raisons simples, c'est que je pense que le spectacle n'en bénéficie pas en vérité d'avoir, autant de matchs, même si nous, Mmh. on en profite d'avoir tout le temps du spectacle à regarder. Mais de un, je pense que la rareté permet d'avoir plus de comment dire? D'appréciation à regarder et aussi parce que, pour tout simplement la santé des joueurs qui est de plus en plus mise en danger. On voit quand même très régulièrement des superstars qui se blessent pendant 1 an. Alors ils reviennent mieux qu'ils ne revenaient à une certaine époque, mais n'empêche, je pense qu'ils se blessent plus souvent qu'à une certaine époque aussi. Néanmoins, j'ai un peu revu, en fait, je n'ai pas de réponse claire moi là-dessus parce que d'un point de vue statistique, historique, c'est très embêtant de ne plus jouer 82 matchs parce que ça change un petit peu tout ce qu'on a sur les statistiques modernes et du coup sur les records, sur tous ces genres de choses.
Disons qu'il y a des records bruts qui n'auraient plus beaucoup de sens si demain vous jouez 50 matchs en NBA. Et c'est un vrai problème parce que la legacy de la NBA joue beaucoup sur ses records, et sur ses records bruts aussi, le nombre de tirs à 3 points marqués, nombre de points marqués sur une carrière juste en brut. Et tous les joueurs qui arriveront ensuite et qui seront probablement en plus, vu l'évolution de la NBA, capables de battre des records actuels, ne pourront pas le faire et ça pose ce genre de problème. Donc je pense que c'est quasiment impossible, surtout que ça n'arrange pas la NBA du tout, parce que qui dit moins de matchs dit baisse des droits TV, tout simplement, parce qu'en fait, on paye pour un nombre de matchs, parce que c'est ce qui fait vendre de la pub. Et si on vend moins de publicité avec moins de matchs, ben, on vendra moins cher la NBA. Donc ça n'arrivera pas. On ne baissera pas le nombre de matchs en NBA. Voilà, c'est mon avis. Bah oui, je pense que l'argument financier est au-dessus de tous les autres, hein. On pourra pas passer outre. Moins de matchs, c'est moins de recettes, donc forcément les joueurs gagnent moins et c'est quelque chose qui ne plaira pas. Après, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est pourquoi pas supprimer les divisions. Enfin, il y aurait 32 équipes, ça ferait 3 matchs dans ta conférence, 2 dans l'autre. On arriverait à 77 matchs, donc 5 matchs de perdus. Je pense que pour les organismes, ça serait déjà un petit pas en avant. Mais bon, enfin, je suis d'accord que ça n'arrivera probablement pas. Ouais, bah, moi j'aurais même dit aller-retour pour chaque conférence. Tu Oui, joues, tu joues oui, deux ça fois serait chaque parfait. équipe, comme au foot, comme ça tu réduis vraiment, vraiment le nombre de matchs. Enfin, moi je pense que c'est ce qui serait le mieux, mais par contre je crois pas une seule seconde que la NBA fera ça. Pour moi c'est Non, impossible. ça n'arrivera Et pas. même s'il y a une expansion, je pense qu'il y aura 2 matchs en plus. Enfin, il y aura le nombre de matchs en plus qu'il y ait 2 équipes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura même plus que 82 matchs. Parce que Oui, la NBA, il verra un manque à gagner ouais. si tu restes au même nombre de matchs. Donc, Et, et puis, je sais que ce ne sont pas les mêmes sports, mais en vérité, c'est le même business. Et il y a une vocation, alors que tout le monde sait que, je vais prendre l'exemple du football européen, que tout le monde sait que les organismes sont de plus en plus mis à l'épreuve aussi dans le football européen. Et pourtant, il y a de plus en plus de matchs. ouais. La FIFA rajoute des compétitions tout le temps, l'UEFA aussi, ils rajoutent des matchs en Champions League. Je pense que cette évolution, c'est plutôt vers plus de matchs. Et je pense que l'évolution ira aussi peut-être à la fois un peu dans tous les sports où c'est concerné, mais du coup en NBA, peut-être un élargissement du roster. Il y a de plus en plus aussi de talent. Donc peut-être qu'on fera tourner plus et que la solution au problème du nombre de matchs et du coup aux effets sur l'organisme, c'est qu'on acceptera un peu plus justement le load management, ce qui n'est pas le cas en NBA, mais ça c'est parce qu'on veut vendre aussi mieux nos matchs, mais que on aura peut-être des rosters à 20 joueurs en NBA pour pouvoir faire face à plus de matchs. Enfin, je sais pas. En tout cas, Mmh. je vois plus cette évolution que l'évolution de réduire les matchs. Voilà. Question suivante de Enzo de la relève. Expansion basket, quels sont vos 8 locks à protéger et pourquoi? Mmh. Intéressante celle-là, mais en plus, je crois on l'avait fait avec Dunk Hebdo. Avec un duck hebdo, ouais. On l'avait fait. Attends que je reprenne effectivement. En plus, je crois que c'est pas si dur que. Alors, je sais pas après Ouais, c'est pas si c'est pas compliqué si en fait. compliqué, mais Tu réfléchis en termes de contrat et tu réfléchis. Je vais un peu commencer à dire ce que j'en pense. En plus, j'en avais pas parlé du coup. Je pense que tu réfléchis en termes de contrat et en termes comment dire, de pas te foutre des joueurs à dos. Parce que Mm. certains se diraient, bon, Embiid, c'est fini. Du coup, on le protège pas parce que on aimerait bien séparer de son contrat, mais personne va récupérer le bah oui, contrat c'est d'Embiid ça. en expansion. Donc c'est débile de faire ça. C'est juste, tu te mets à dos un Mmh. joueur historique de ta franchise. Donc évidemment, tu gardes Embiid. Paul George, il y a peut-être une question qui se pose, parce que si tu en veux vraiment plus, peut-être qu'une équipe en expansion ira le chercher, parce qu'il n'est pas fini, donc il peut aider, mais c'est un contrat gigantesque pour une équipe en expansion, ça n'a pas trop de sens non plus. Donc moi, je garde les 3 gros contrats, quoi qu'il arrive, et ensuite, je garde mes meilleurs joueurs. Donc je garde mes jeunes, je garde Veggie, là j'en suis à 4, je garde McCain, je garde... je Qui est-ce garde... qu'on a? Grimes, s'il est encore là. Ouais, Grimes, je le Maxi garde en aussi. fait. Ah non, tu l'as déjà dit, oui. Ouais, ouais, il l'a Je l'ai dit, cité j'ai dit Oui, les déjà. oui. 3 gros contrats. Ouais. Maxi, c'était évident, je pense. Ouais. Ça me paraît Bah évident. ouais, McCain, tu l'as Parce que cité.
Maxi, pour le coup, c'est une valeur positive, donc Oui. c'est complètement Ouais, bien sûr. stupide. Tu vas pas le lâcher pour rien. Bah, même Adem Donc, Bona, moi j'ai envie de le garder, tu vois. ouais, Adem Bona, voilà. J'avais pensé à Barlow, mais Barlow, pour l'instant, c'est un Oui, two-way. bah Donc, si Barlow il est signé, effectivement, tu le voilà. lock. Si Barlow est signé, tu Il le y a lock. aussi Trendon Watford. Ouais, voilà, Watford. Et Même après, si c'est tout un le reste, contrat j'ai envie de dire, minimum. bah tout le reste, tu t'en fiches un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Je suis pas. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Bah, C'est l'occasion. ouais, ben nous, on n'est pas la franchise la plus difficile. Il faudrait demander ça au Ouais, je suis KC. d'accord. Au KC, déjà, t'as des choix à Là, faire. c'est autre chose. Il y en a encore plus cette année que l'année dernière. C'est ça le Ouais. pire en plus. Avec des AJ Mitchell Ouais. qui Ouais, vraiment. là, pour le coup, ce serait vraiment intéressant. C'est Mais juste. c'est vrai que les Sixers, il n'y a pas. Ah, les 8 joueurs, tu les trouves rapidement en vrai. Hein. Ouais, ouais, complètement. Dernière question du douanier Médoc qui va un peu dans le sens de l'expansion. Si Montréal devient une franchise NBA, est-ce qu'elle est dans la division Atlantique ou la division centrale? Quel scénario serait plus intéressant sportivement? Alors j'avoue que je pense pas que Montréal soit prévu vraiment en expansion NBA. Je pense que ce sera plutôt Vegas et Seattle si Oui. l'expansion a lieu très rapidement. Et sinon, j'imagine que la question elle va dans le sens de savoir si ça impacte directement les Sixers. Quoi qu'il arrive, je suis pas sûr que ça impacte réellement les Sixers puisque ce sera une franchise d'expansion qui mettra un peu de temps. À part les Orlando Magic qui ont eu coup sur coup à l'époque Shaquille O'Neal et Penny Hardaway en quasiment 3 ans après leur arrivée en NBA, ils étaient finalistes. C'est généralement quand tu es une franchise d'expansion, voilà, tu vivotes au début, tu essaies de bien drafter, de te construire un roster, ça prend un peu de temps, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, c'est ce que je disais en off. Moi, les divisions, elles ont pas d'impact. Enfin, à part, on se joue 4 fois, quoi. Mais Combien de fois bon. tu les joues, ouais. Après, il y a tellement de matchs que j'ai envie de dire, c'est pas si impactant que ça. Pour moi, les divisions, ça n'a pas d'importance en fait en NBA. En NFL, il y a énormément d'impact, même je crois en MLB. Mais moi, je connais plus la NFL vu que je regarde un peu. Mais en NFL, quand tu gagnes ta division, bah, tu vas en playoff en fait. Donc, Ouais. il y a vraiment un vrai truc de division en NFL. Donc là, pour le coup, il y aura un vrai impact pour un changement de division. Là, moi, NBA, je le vois pas vraiment. Que tu sois en Atlantique ou en Centrale, ça a pas grande importance en Ouais, c'est réalité. c'est un peu un vestige du passé, les divisions, hein. Parce que Oui, je crois qu'avant, il y avait un titre de champion de division qui devait te donner un spot en playoff, ou je sais plus, il y avait une histoire ouais, comme c'est ça. ça. Mais enfin, maintenant, ils les ont laissés sans grande utilité, si ce n'est le nombre de matchs, effectivement. Ouais, le Mais seul impact, c'est les équipes que tu joues plus. Effectivement, quand tu es dans la division Atlantique, tu joues beaucoup plus les Knicks, des équipes qui sont Celtics, ouais. censées régulièrement meilleures, voilà, les Celtics. Et moi, je pense surtout de toute manière que la NBA a tout intérêt à intégrer des équipes qui seront plutôt à l'ouest dans leur expansion. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est censé d'avoir Seattle et Vegas, deux équipes à l'ouest, parce qu'il y a des équipes qui sont dans la conférence Est géographiquement et qui Oui, jouent dans la conférence Ouest. ouais. Hein. New, mmh, New Orleans, Memphis et Minnesota sont plutôt à l'Est qu'à l'Ouest en vérité. Hein. Donc je dirais même que New Orleans, ils sont carrément à l'Ouest. Quoi. Donc voilà. Donc je pense pas que l'intérêt, en plus rajouter une franchise canadienne, je suis pas sûr non plus que ce soit le plus gros intérêt de la NBA qui a déjà Toronto. Voilà, et Ouais. qui a déjà eu Vancouver à une époque et ça s'est arrêté. On va passer aux dernières questions et c'est des questions un peu plus fun, un peu sur nous, un peu sur le podcast aussi. Alors, on va commencer par Greg. Greg qui m'a posé une question. Alors, est-ce que vous connaissez tous les deux The Wire, la série? Est-ce que vous avez déjà regardé? Non, personnellement, non. il faut que je regarde, mais non. Ok. Pour ça, c'est de ça dont j'avais peur. J'avais peur de faire un monologue là-dessus. Donc, Greg nous a posé la question, si les Sixers étaient un personnage de The Wire, lequel serait-ce? Greg de Valley Hoop, hein, notre ami. Déjà, The Wire, c'est une série qui est considérée par certains comme la meilleure série de tous les temps. C'est une série HBO. C'est une série à rythme lent, donc quand même à prévenir les gens. C'est une série qui traite à la fois des policiers et des gangsters, des policiers qui mettent sur écoute des gangsters. Et en gros, chaque saison, ce qui est très intéressant, c'est un ancien journaliste qui a créé la série. Ça se passe à Baltimore. Et chaque saison est un élément de la ville de Baltimore. Donc la première saison, c'est vraiment gangster
contre flic. La deuxième saison introduit un nouveau type de gangsters qui sont les dogs de Baltimore avec des gangsters très différents, un peu plus à la fois des ouvriers et d'autre côté un peu plus d'école bleue. Et la troisième saison a introduit la politique avec le futur maire de la ville qui est actuellement un conseiller. La quatrième ville parle plus des enfants, comment ils sont laissés à l'abandon. Et la cinquième saison parle du journalisme, clairement, et du traitement médiatique. Donc c'est une série qui est fascinante. Il y a tellement de personnages très très différents et très certains qui sont devenus mythiques. Je pensais à Omar Little. Je vais juste répondre assez rapidement à la question. J'y ai réfléchi quand même parce que je suis assez fan de cette série. Je pense que c'est pour ça que Greg sait que et qui me pose cette question. Pour ceux qui connaissent la série, je pense qu'on est soit D'Angelo Barksdale, qui, pour la faire court, pour ceux qui connaissent pas, est le neveu du gros mafieux de la saison 1 et qui commence par être plutôt un personnage négatif et qui, au fur et à mesure, on comprend que c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui a vocation plutôt à se rapprocher du bien plutôt que du mal et qui, avec un petit spoiler, termine pas, ne va pas au-delà de la saison 2. Ça se termine pas si bien pour lui. Ou peut-être Carver, qui est un peu dans le sens opposé, un flic très mauvais au début, violence policière, il s'en fout, il n'est pas là pour réfléchir quoi que ce soit, et qui au fur et à mesure, à l'aide notamment de certains policiers qui l'aident à mieux comprendre, devient plutôt un modèle au fur et à mesure de la série et devient un très bon modèle. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai décidé d'être pour les Sixers, c'est-à-dire pas un personnage si important que ça. Nous ne sommes pas les personnages principaux de la NBA, mais on est un personnage qui peut être parfois mauvais, peut être parfois bon. Voilà, c'est un peu comme ça que je voulais parler un peu de ces personnages. J'espère que la réponse t'aura plu, Greg, et j'espère que je vous aurai pas trop fait chier, ceux qui ne connaissent pas du tout The Wire. Du coup, on enchaîne avec la question de Greg pour toi, Honoré. Je pense qu'il a été très intéressé par tes choix pendant notre draft historique, et c'est pour ça que Greg te demande contre qui aurais-tu tradé Iverson à son prime? Et là, je pense qu'on peut un peu tous répondre, mais c'est toi qui vas commencer en tout cas. Oui, je pense qu'il pose cette question-là parce que j'ai été un peu dur sur Iverson dans le podcast précédent. Alors, j'ai pas connu cette époque, hein. C'est compliqué d'avoir un jugement sans biais sur les joueurs de cette époque-là. Et puis j'ai un prisme très 2025 aussi, hein, avec beaucoup de spacing, etc. Des joueurs, si possible, efficaces sans trop de compromis parce que sinon ils sont ciblés. Donc c'est pour ça que j'imaginais difficilement Everson dans la NBA de 2025. Par contre, c'est vrai que sur cette NBA du début des années 2000, je l'imagine un peu plus et je sais pas si je l'aurais tradé. Après, si je devais le trader, je pense que j'irais chercher un joueur efficace, qui défend bien sans trop de compromis. Euh, donc après, lequel j'ai pensé à Ray Allen, mais je sais pas s'il correspond tout à fait au profil. J'avoue que je manque peut-être un peu de connaissances. Euh, Sinon, ouais, je sais pas, j'ai pas d'autre idée, mais je pensais à Ray Allen. Alors moi qui est vraiment bien, j'ai des bons souvenirs de cette époque, Ray Allen, c'est une bonne idée. Alors moi, j'ai pas trop réfléchi à la question. Ray Allen, c'est une bonne idée parce que c'est pas le Ray Allen. C'est un Ray Allen différent en début de carrière par rapport au Ray Allen qu'on a connu, notamment au Celtics et ensuite vraiment en fin de carrière du côté de Miami. C'est un joueur qui portait un peu plus la balle, qui drivait beaucoup plus, en plus d'être un bon shooter. Son époque Bucks, son époque Seattle. Donc je trouve que c'est une idée pas mal. Maintenant, je pense que je l'aurais pas tradé non plus à cette époque. Je pense que c'est toi qui, sur ce que tu as dit au début, c'est que sachant qu'on avait une équipe qui était un peu construite autour de lui, donc au début des années 2000 et tout, je suis pas sûr que quelqu'un aurait fait beaucoup mieux que lui Mm. à sa place. Alors oui, si tu me donnes, effectivement, on sait que c'est un joueur dont je suis pas trop fan, mais pourtant, si tu me donnes Kobe à la place de Iverson, dont c'est des profils assez similaires, sauf qu'il y en a un qui fait une bonne tête et demie de plus que l'autre et qui défend, qui, quand il voulait défendre, défendait quand même très bien, qui s'appelle Kobe Bryant. Donc oui, par exemple, ou si tu me donnes juste, et là, on construit différemment l'équipe, tu me donnes Tim Duncan à la place de Allen Iverson, bien sûr que je prends Tim Duncan. Mais sinon, si c'est pour un joueur à peu près à un niveau équivalent, moi, je change rien non plus. Matt? Pouah, c'est pas évident cette question. Moi, j'ai envie de dire pas trop, il y a pas trop de joueurs qui me viennent en tête, hein. En plus, j'ai revu un peu dernièrement du Iverson, là, je vous ai même envoyé sur WhatsApp. Il y a Ben Taylor qui a fait une super vidéo où il fait une rétrospective un peu de la carrière d'Iverson et on se rend bien compte que c'est quand même un super créateur de décalage.
Tu vois, on parlait tout à Ah, l'heure de ça, c'est sûr. Maxi, il y a même des fois, je vois sur Twitter, oui, il fait ce que faisait Allen Iverson. Mais je pense que les gens oublient que Iverson, c'était en fait un super créateur de décalage. Parce que Mmh. justement, j'évoquais que Maxi, n'est pas, quoi. Donc, franchement, je sais pas trop. Tu vois, il y a un truc peut-être, je sais pas, il était. Moi, j'ai envie de dire Manu Ginobili. Ah. Ouais, Mm. je comprends. Dans Du le coup, là, on est côté, sur l'intelligence. dans le Ouais. côté, dans le côté, parce que j'ai l'impression de voir, enfin, c'est un peu le Harden avant James Harden, hein. Et Mmh. j'ai toujours eu l'impression que son rôle a été sous-utilisé à Oui, Ginobili. oui, Mais est-ce qu'il clairement. est. Oui, je vois, il a été drafté en 99. Donc ça Oui, oui, pourrait c'est passer. il nous a pas dit, à quelle époque exactement en échange, Harden, hein. On Bon, mais imagine tous à peu près à peu près. 2001, Enfin, mais ce qui est ouais, cool, c'est voilà, faire un peu l'époque dans du la même titre. époque, parce que sinon. Je viens de penser, auquel j'avais pas pensé, pour aller un peu, c'est un joueur différent encore, mais Chauncey Billups, ça aurait pu être intéressant. Ouais, Du coup, vu l'équipe qu'on avait à ce moment-là, on aurait vachement ressemblé justement aux Pistons de 2004, ouais, avec moins de talent, mais une équipe avec General Billups qui s'occupe de tout, mais qui est moins un scoreur, plus un joueur d'équipe que ne l'était Iverson, mais très intelligent, un vrai capitaine en quelque sorte, Billups. Mais je l'aurais pas fait non plus, hein. J'aurais gardé Iverson. Pour l'équipe qu'on avait, qui était mine de rien très limité, Iverson, c'était quasiment idéal. C'est pour ça que je te dis, le seul contre qui t'échanges, c'est Kobe Bryant. C'est un joueur assez similaire, mais qui est plus fort ouais. que ne Mm. l'était Iverson. Ouais. C'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. La question suivante, elle est du douanier Médoc. Quels sont vos chouchous hors Sixers, autre équipe, autre sport, autre passion? Oui, je pense que j'ai déjà dit que j'étais fan de l'Olympique lyonnais en termes de foot et je suis pas le seul en plus. Sinon, je pense que j'ai déjà dit que mon joueur préféré d'histoire de l'NBA c'était Hakeem Olajuwon, qui n'était donc pas un Sixers, avec qui j'ai un peu commencé à suivre le basket, tout ça. J'adorais ce joueur. Maintenant, je suis pas énormément de sport à part le basket et le foot. Donc Steven Gerrard dans le foot, même si je suis pas fan de Liverpool, Steven Gerrard, Zinedine Zidane évidemment. Voilà pour moi. Vas-y, Moi, Aurélien. de mon côté, alors j'ai pas d'autres équipes en NBA, mais j'ai un joueur, c'est Curry. C'est lui qui m'a fait vraiment aimer le basket quand j'ai commencé à suivre. C'était 2014, hein, donc c'était quand même une bonne époque pour suivre. Et je pense que dans une autre timeline, j'aurais pu être fan des Warriors. Sinon, bah, après l'Olympique Lyonnais, oui. C'est depuis le berceau, hein, j'ai une grosse partie de ma famille qui est lyonnaise. Et puis bah j'allais voir les matchs à Gerland quand j'allais en voir, donc c'est quelque chose que j'ai toujours regardé, même si je suis beaucoup moins le foot que je le suivais il y a quelques années. Et puis après, bah moi mon sport principal presque avant la NBA, c'est le cyclisme que je suis pour le coup vraiment au quotidien et que vraiment j'adore sans avoir une équipe ou un coureur en particulier, mais c'est on va dire ce qui occupe mes journées. Oui, et puis voilà pour moi. Moi, il y a en ce moment, par le basket, j'avoue, j'ai plus trop le temps à d'autres sports, mais sinon, il y avait pas mal la NFL ces derniers temps avec les Eagles, qui ont en plus remporté le titre l'année dernière. C'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu moins, vu qu'il y a eu le titre. Le Bon, relâchement, ouais. ouais, ouais. Bon, là, il y a les playoffs qui débutent, je pense que je vais regarder quand même, surtout qu'ils se sont qualifiés. Mais ouais, il y a ça. Après, autre équipe de NBA, non, il y a pas. Non, c'est plus après des coups de cœur sur certains joueurs, mais là, vraiment, il y en a trop, quoi. Il y en a vraiment Ouais, beaucoup. Sinon, il y a la WNBA que je suis depuis, ouais. surtout depuis la saison là, qui s'est écoulée. En joueuse que j'ai beaucoup aimé, il y a Kelsey Plum. Alors, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette joueuse. Mais sinon, non, à part ça, après, c'est vrai que moi, je suis quand même pas mal. Quand il y a les JO, j'aime beaucoup, tu vois, même le Tour de France, à une époque, je suivais beaucoup le Tour de France, même le tennis. J'aimais beaucoup Roger Federer à l'époque où il jouait. Voilà. Puis il y a l'OL quand même, je suis obligé de le citer, mais c'est vrai que le foot, je m'en suis tellement détaché que Ouais. j'ai l'impression de plus être fan, mais si, il y a quand même l'Olympique Lyonnais, hein, que j'ai supporté pendant de très 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 longues années.
Ouais, j'ajouterais, j'ai dit que basket et foot, parce qu'en vrai, c'est les deux seuls sports que j'ai suivis vraiment assidûment. Après, si tu me parles de tennis, effectivement, je trouve ça intéressant. Le seul sport où j'ai jamais accroché, c'est le rugby, c'est personnel. Mais Ouais, c'est pareil sinon, aussi, ouais. à part ça, il y a beaucoup de sports que j'ai pu regarder comme ça, sans m'y intéresser plus, quoi. Voilà, c'est tout. Du coup, on va passer à la question suivante. Question suivante de Lux Pimp, pardon, du Discord également. La communauté serait-elle partante pour un Sixer strip à l'américaine? Ouf, j'en Bah, sais rien, hein. Déjà, pourquoi est-ce qu'on pas, est hein? la communauté? Ouais, je sais pas. Oui, parce Est-ce que qu'on est je crois toute il la serait il communauté? référait, c'est vrai que là, ça a pas repris toute la question, je crois il référait à je sais plus qui c'est qui fait ça apparemment la communauté française de d'Enix et de je sais plus quelle autre Ouais, franchise faisait ça. Bah, après j'ai envie de dire pourquoi pas, après c'est une question d'organisation, hein, c'est toujours pareil, hein, ouais. de coût, d'organisation, mais je pense surtout d'organisation parce que admettons Est-ce que admettons il y ait les coûts, mais après faut quand même organiser le truc, c'est quoi. ça. Si la question c'est est-ce que nous, on serait chaud d'organiser ça, moi, en mon nom, je dis non. J'ai déjà du mal à, à enregistrer tous les podcasts pour des raisons de santé, notamment, mais pour d'autres raisons aussi. Ça me paraît compliqué et je suis pas sûr même de faire partie d'un tel voyage, même si ça m'intéresserait. Donc voilà. Mais j'imagine qu'il y a moyen de s'organiser. Mais moi, Mmh. je m'en occuperai pas de ça. Non, Voilà. moi non plus. Enfin, j'ai déjà trop, j'ai déjà trop d'occupations à côté pour organiser ça. Mais en plus, c'est en vrai, ce sera vraiment une grosse orga, ouais, pour le coup. Ouais. Ouais. Bah, je pense que s'il faut demander à quelqu'un, ce serait peut-être les comptes Twitter avec 20 000 abonnés qui sont C'est peut-être plus eux qui plus à peuvent faire même, ouais, ça, d'organiser un truc aussi gros que ça. Mais c'est vrai que de notre côté, je pense pas que ça arrive un jour. clairement. Clairement. La question suivante est du douanier Médoc, qui nous a posé beaucoup. Avec l'arrivée d'Honoré, d'autres formats A3 sont-ils en préparation? Entre parenthèses, redraft, concepts originaux? Bah oui, j'ai envie de répondre déjà en premier oui. On va essayer de faire des concepts justement originaux, différents. Aujourd'hui, voilà, vous avez vu, on est trois. C'est possible que pas seulement Honoré, mais l'un de nous trois puisse ne pas être là un jour et qu'on enregistre à deux. C'est aussi pour ça qu'on est trois. C'est pour au cas où il y a quelqu'un qui peut vraiment pas, qu'on puisse continuer à faire des podcasts comme l'époque aussi où j'avais dû m'absenter. Matt devait tenir la baraque tout seul avec un invité, c'était Mmh. plutôt compliqué. Donc voilà, on fera ce qui nous plaît en fait. On essaie de varier, de changer un peu les concepts. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Non, bah, t'as Non. tout dit, hein. On va essayer de mélanger un peu les deux, en fait, faire un peu. On est quand même obligé de faire de l'actualité sur les Sixers, hein, c'est un peu le but du podcast, mais Ouais. c'est ce qu'on a dit. On va essayer de rajouter bah, des formats un peu plus originaux. On a fait la draft all time et bah, ça va être selon les idées qu'on a, mais oui, c'est sûr qu'on en fera, ouais. Ouais. Question de Philifal. Si vous devez faire un podcast sur autre chose que la NBA, ce serait quoi? Et plus largement, quel est votre parcours de vie? Alors, en fin de podcast, cette question. Qu'est-ce que si vous devez faire un podcast sur quelque chose d'autre que de la NBA, ça serait quoi? C'est une bonne question. C'est dur à répondre parce que bah, pour le coup, moi, je l'ai jamais vraiment envisagé. Bah, ça serait peut-être sur le cyclisme parce que c'est là où je m'y connais le mieux. Euh, Après, je sais pas si on sort du sport. Peut-être quelque chose sur l'histoire parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais bon, vraiment, il y a rien dans les tuyaux et je pense pas que ça arriverait un jour. Ok. Matt? C'est pas évident, hein. Putain, j'ai pas trop d'idées. J'aurais dit ouais, peut-être la musique, un truc sur la musique, c'est peut-être le truc qui m'inspire le plus. À part ça, d'autres sports, je vois pas trop, non. D'autres Hmm. sports, je vois pas trop, ouais. Ouais, moi je pense que de manière aussi pro enfin pro entre guillemets, hein, c'est-à-dire de s'y concentrer et tout, essayer d'être le plus objectif et le meilleur possible sur ce qu'on a fait avec 76 ou ce que j'ai pu faire avant chez Dunk Hebdo et je pense que je le ferai sur rien d'autre. Mmh. Maintenant, si tu me laisses un micro ouvert et que je peux parler un peu comme je veux sans me prendre la tête, je pense que ça serait plutôt sur le cinéma. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus et ce que je connais un peu le mieux. Ça pourrait aussi, je pourrais faire un truc vraiment très
sur le rap, mais vraiment le rap des années 90, début des 2000, mais pas au-delà. Donc là, ça serait vraiment une niche de chez niche. Sinon, après, sur un peu tout et n'importe quoi, ouais, si tu me laisses un micro ouvert et que je peux dire des conneries, et que c'est pas grave que je dise des conneries, ça me dérange pas trop, quoi. Voilà. Mais ça serait plutôt Cinoche, ouais, je pense, en priorité. Et plus largement, quel est votre parcours de vie? Voilà, c'est franchement, cette question, moi, je pense qu'il faudrait un podcast entier pour y répondre, personnellement. Donc, je sais pas vous. Ouais, non, bah en plus, ouais, je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les gens, en fait, mon parcours Ouais, de moi vie. aussi, ouais. Ouais, pareil, pareil. On va passer à la toute dernière question et on a gardé une question de Tom pour la fin. Question bonus, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement pour 2026? Honoré, ouvre le bal. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2026? Alors, j'avais prise collectivement cette question, moi. Euh, Ah, oui, bien vu, ouais. Ouais, Bah, peut-être plutôt, ouais. on répond du coup collectivement ou individuellement? Ouais, tu peux répondre pour le collectif. Bah, qu'est-ce qui bah, déjà monter en termes de nombre d'auditeurs, ça serait enfin je pense qu'on a une bonne base quand même qui est bien solide et qui est déjà pas mal. Euh, Après je sais pas, peut-être un petit peu plus d'interactivité, c'est toujours sympa, hein. Enfin on prend beaucoup de plaisir à lire vos réactions en dessous des podcasts et interagir globalement. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Puis sinon, je sais pas, hein, si vous avez des idées. Matt? Ouais, ouais, peut-être les interactions, c'est toujours cool d'avoir des commentaires, d'y répondre. Et puis, bah, comme j'ai dit au tout début, si on peut avoir un peu une saison un peu plus, bah, comme ce qui est en train de se passer, de parler de choses plus positives, ce serait cool. Parce que c'est vrai que ce que je disais depuis qu'on a créé le podcast, c'était souvent des sujets négatifs, mais parce que ça allait avec l'actualité. Donc, ouais, avoir un même si on n'a pas, le titre ou je ne sais quoi, mais avoir un parcours de play-off sympa, tu vois? Ça pourrait animer un peu le podcast. C'est toujours cool quand Ouais. j'entends les autres podcasts, tu vois? Faire des débriefs de séries, des trucs comme ça, c'est quand même sympa à faire. Donc, Mm. voilà, je dirais pour cette année, en tout cas, ça pourrait être cool d'avoir un petit parcours de play-off sympa, même si on sait que l'équipe peut être limitée, au moins, voilà, on aurait des choses un peu positives et de quoi parler, sur l'équipe plutôt que de terminer l'année dernière une saison très tôt et bah, en fait, le podcast finalement s'arrête un peu tôt, quoi. En plus, il y a très peu de chances qu'on ait notre pick cette année, hein, donc à un Ouais, moment donné, on aura vraiment très peu de choses à c'est évoquer. ça, ouais. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein. Je pense que ouais, le plus cool, ça serait de pouvoir parler de choses un peu différentes, effectivement, des playoffs, et puis pourquoi pas une petite aventure en playoffs, ça pourrait être cool à débriefer et différent un petit peu pour le podcast. Et puis ouais, comme l'a dit Honoré aussi, les interactions, quand on en est peut-être un petit peu plus, ça pourrait être sympa. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a pas, j'ai rien à rajouter de particulier sur ce qu'on peut espérer pour nous. Les amis, on a répondu à toutes les questions. Ça a été très très long. J'espère qu'on a satisfait. Des fois, on a répondu un peu vite à certaines questions, mais là, vous avez remarqué qu'on a fait un long podcast. Donc, on a fait de notre mieux. Est-ce que vous avez un dernier mot, Matt, Honoré? Non? Non, je crois Mm. qu'on a fait le tour, hein. Même en termes d'actu, Ouais. tu vois, les questions nous ont fait, Ouais, on a nous ont essayé fait de parler balayer. finalement de Hmm. l'actu de ce qui se passait dernièrement, donc non, non, rien à rajouter, hein. Ouais, au final, ça a été assez complet quand même, et on fait pratiquement 2 heures d'enregistrement, donc c'est bien, ouais, je pense on a fait un tour vraiment complet. Très bien. Eh bien, écoutez, vous pouvez retrouver Matt chez QI Basket en article, en podcast dans Beyond the Hoops, mais également en podcast chez Envergure. Oui, Est-ce que j'oublie quelque chose, non, Matt? non, non, tu tout C'est cité. déjà beaucoup. Et je crois que c'est tout, puisque nous, on nous retrouve éventuellement sur Twitter si on veut lire ce qu'on raconte de temps en temps, moi et Honoré, donc HNR et Biggie Sauce. Mais à part ça, c'est tout. Suivi plutôt Ilmatic si vous voulez du contenu du contenu récent. À moins que tu aies quelque chose à vendre, Honoré. Ah non, 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 moi, le podcast 76 me suffit amplement. Très bien. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast, j'espère d'ici un mois. Oui. On verra. On ne Bah, sait il y a pas la du tout trade de quoi on deadline, alors va. on verra si Oui, elle c'est est vrai. animée ou pas. L'année dernière, on avait fait un petit débrief, mais on C'est vrai. verra. Peut-être qu'on aura des On surprises, verra. hein. En fonction. C'est ça, Ouais, en fonction de la trade deadline. Sinon, peut-être qu'on parlera peut-être plus de jeux. c'est On ça, ouais. verra à ce moment-là. Et puis, on vous dit à la prochaine.
Salut. Salut. Salut.